Allez, bienvenue dans la Maison des Sports, on est lundi, il est 16h30 très exactement et on va parler de notre passion, on va parler de ce qui nous anime tout au long de chaque week-end, bien sûr, l'actualité sportive. Autour de la table, cette équipe de rêve, le 5 majeur en tout cas, dont tout le monde rêve d'accéder, de mettre sur un plateau. J'ai bien sûr parlé de l'équipe First Team, magnifique ce petit... Ça a travaillé tout au long du week-end en tout cas. Sonore agressif, hein. Ah oui. Tout dépend à quoi tu tournes, mais en tout cas là pour le moment c'est vrai que c'est un peu dur. Les gars, Thomas Dufont est présent, Monsieur Tom Tiravino, Monsieur Polo Harrer, Monsieur Erwan Abotret. Le gars, je n'ai pas fait de petit lancement un petit peu taquin aujourd'hui parce que j'ai envie que vous me parliez de votre expérience du côté du Bellator qui faisait étape à Paris ce week-end. Vous avez eu la chance de voir Monsieur Cheikh Congo, mais vous avez eu le malheur de le voir perdre. Pardon. Ouais, absolument, c'était important pour nous. Vous savez combien on aime le sport et tous les sports. Incroyable cette Oui, c'est... On peut arrêter la musique. Je croyais dans un clip d'Eric Pritz. Merci en régie, fantastique. Ouais, effectivement, on était à l'Accor Arena de Paris-Bercy. C'était vendredi soir pour assister au Bellator. Là, ça a été plein. Il y avait une vraie ambiance. On découvre les sports, les sports de combat. Le MMA pour nous en France. J'étais jamais allé dans une salle pour voir des combats. Franchement, on a passé un super moment. Il y a une bête d'ambiance. Il y a des slogans qu'on a adorés comme tue-le. C'était fantastique. Après, on peut dire un truc, c'est qu'il y a l'UFC qui arrive au mois de septembre avec Cyril Gane, et que lorsqu'il y a un combattant français, franchement l'ambiance est décuplée. Donc voilà, j'ai adoré voir du sang, j'ai adoré voir de la bagarre. Il y a eu des combats plus ou moins sympa à voir, mais en tout cas c'était un très bel événement. Ouais, tout pareil. C'est vrai qu'il y a un truc, quand il y a un Français dans le ring, t'as beau rien y connaître, dans la cage même pour l'UFC, t'as beau rien y connaître, t'es à fond derrière lui. Et c'est vrai que l'ambiance était cool. Bellator, c'est quand même le concurrent de l'UFC, donc ils sont un peu en retard normalement par rapport à l'UFC. Et franchement, le contexte était beau. Enfin, le Paris-Bercy était magnifique, l'ambiance était cool. Après, nous on était placés, ça va. Franchement, on était haut, mais t'arrives quand même à voir le combat. Après, à la différence des États-Unis, t'as pas encore les grands écrans, donc. Un Jumbotron à la Hotel Arena ne serait pas de refus prochainement. Ouais, n'hésitez pas. Je sais que ça coûte cher, mais bon, n'hésitez pas. Hein. Mais ça fait toujours plaisir de voir de la castagne. Écoute, c'est clair. Vous connaissez que j'en suis friand. Non, mais j'étais obligé de vous poser cette question parce que c'est vrai que c'est un peu la curiosité. Tu l'as dit, le gros événement MMA qui va arriver à l'automne prochain. C'était important d'en parler puisqu'on n'en parlera pas. À la fin de l'été, si je peux me permettre. À la fin de l'été, 3 septembre, c'est encore l'été. C'est vrai. T'as raison. L'été indien. Pas trop vite en besogne. L'été indien. Ça, c'est mes Américains. On adore Eddie Mitchell, c'est mes Américains. On adore Eddie Mitchell, on ne plaisante pas avec ça. Qui n'a rien à voir avec l'été indien pour le coup. Tout la blague, Erwan Abotret. Blague d'expert. J'aimerais bien qu'on respecte Dave, par contre. Les amis, le petit sommaire. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le MVP de l'Eurocup. C'est un ami de First Team, on peut le dire ainsi. Oui, complètement. C'est un ami de Malakoff, surtout. Un enfant de Malakoff. Mam Jeïté, bien sûr, qui est donc été élu MVP de l'Eurocup. On parlera de son parcours, on parlera bien évidemment de ce titre individuel. On débattra autour de City et on se demandera si l'arrivée annoncée de Erling Haaland est la solution à tous les malheurs de Pep Guardiola. Tom va rendre hommage à son idole, Karim Benzema. Il nous dévoilera d'ailleurs une archive inédite. Alors restez vraiment avec nous. Je l'ai vu en primeur et j'avoue que j'ai été choqué. Toi, tu l'as jamais vu, ça fait 4 ans qu'il est là, on l'a vu 73 fois la photo. Chaque année, il le ressort. Kabenouébé, c'est bon. Il paraît qu'il y a une vidéo où il est moins habillé, c'est ça. L'affaire de la sextape. C'était moi avec Mathieu, voilà. Bon, en tout cas, restez avec nous parce qu'on va encore se régaler sur cette très belle chronique. Mais avant ça, on va parler de l'actualité du sport de ce week-end. On va parler de ce qui a retenu l'attention de nos amis. Les news, on commence toujours par le foot. Vous avez pris l'habitude, quand vous ouvrez l'équipe, la première page, souvent c'est du foot, à moins qu'il y ait énormément de foot aujourd'hui dans l'équipe. Oui, c'est vrai. Beaucoup de foot. Après, il y avait beaucoup d'infos, il y a pas grand-chose d'autre dans le sport en général. Exactement. Tom, je me retourne vers toi parce que Nantes a gagné une nouvelle Coupe de France 22 ans après la précédente. Absolument, c'est la grosse info de ce week-end. Il y avait la finale de la Coupe de France entre les Nantais et les Niçois. Un beau duel de deux bonnes équipes de notre championnat cette saison en Ligue 1. Je ne vais pas vous faire un suspense à 2 balles. Le FC Nantes a donc remporté et vainqueur. D'où la photo. Vainqueur donc de la Coupe de France 2022. Il y a beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est qu'on ne va pas épiloguer sur le penalty et sur ce match. C'est-à-dire que ce n'était pas le match de l'année. Le vainqueur, on se souviendra plus du vainqueur que du match en soi. J'avais invité Eric en plateau, moi, donc je lui dis de ne pas venir. On va évidemment en parler dans quelques minutes. Oui, un penalty de Bias sur une main de Boudaoui. Une main, évidemment, un centre, une main à 2 balles. On les siffle
début, on comprend plus rien. Bon, en tout cas, Stéphanie Frappard, l'arbitre de ce match, la première femme à arbitrer une finale de Coupe de France, a décidé de siffler. Pas grand-chose à dire sur le match. En revanche, on peut dire un truc, c'est qu'Antoine Comboiré sur la fin m'a ému, j'ai envie de te dire. Moi, j'aime voir ses coachs. Alors, pour le coup, il est vraiment lié au FC Nantes. Il y a joué pendant de nombreuses années. Il fait une très bonne saison. Il est formé là-bas. Oui, il est formé là-bas, absolument. Bien sûr, il est formé du côté du FC Nantes. Et quand je vois la célébration, alors en Ligue des Champions, on voit les Mourinho courir, les mecs et tout. Mais quand on voit dans notre championnat domestique, en tout cas avec nos équipes à nous, on voit les gars qui ont compté dans l'histoire du foot bien avoir autant d'émotions. C'est bien la preuve qu'elle veut encore dire quelque chose. On banalise un peu là avec toutes les victoires du PSG, que ce soit en Coupe de la Ligue ou en Coupe de France, quand tu vois ce genre de célébration, que ce soit par les joueurs, par le coach, par l'ensemble du staff, par le propriétaire aussi, et quand tu vois surtout les supporters, c'était une fête extraordinaire, que ce soit à Nantes, mais dans tout Paris. Parce qu'on a croisé. C'est vrai qu'on a vraiment senti la province qui était montée sur Paris, en tout cas. Ces mots t'appartiennent. Moi, je veux dire, des Niçois habillés en rouge et noir, et un maximum de Nantais qu'on a pu croiser tout le samedi aux abords du Stade de France, et le dimanche, parce que j'imagine qu'ils ont fait la fête toute la nuit. Tom, peut-être, va nous raconter. Tu vois, t'as dû en croiser certains. J'ai payé quelques shots. Mais donc voilà, c'était vraiment, quand on dit la fête de la Coupe de France, c'était exactement ça. Et il y a un autre truc, moi, que ça m'a inspiré. Alors bravo aux Nantais, hein. Ça m'a inspiré autre chose. On n'arrête pas de dire que le PSG écrase le championnat, écrase les coupes, écrase le palmarès au global. Parce qu'on voit encore une fois, c'est que lorsqu'une autre équipe prend un titre au sein de notre pays, c'est jamais l'OM, c'est jamais l'OL. C'est le constat pur et simple depuis 10 ans, depuis l'arrivée de QSI. Donc évidemment, je pense à Montpellier, je pense à Monaco, je pense à Lille qui ont gagné des championnats. Je pense aussi à Rennes, évidemment, et d'autres que je dois oublier ces dernières années lors des coupes. Donc voilà, c'est Guingamp aussi, absolument. Donc voilà, c'est un peu le constat qu'on peut faire. C'était une belle fête de foot, une belle fête de deux bonnes équipes du championnat. Et ça nous a régalé, bien évidemment. On en parlait un peu en antenne, Erwan, tu disais la revanche aussi pour Comboiré, qui revient de très très loin. Il revient de très très loin. Souvenez-vous, quand il est là, c'est le premier entraîneur de QSI. C'est ça, c'est lui, non? Non, il était déjà en place. Il était déjà Ils sont arrivés, ils ont fait 6 mois. Allez, merci, bonsoir. QSI arrive, il est en place et il est champion d'automne et il se fait cut pour Ancelotti. Et Paris perd le championnat. Et on se souvient que c'était quand même un coach. Et derrière, on se souvient que ça a été dur pour lui un petit peu. Donc il y a eu ses années à Valenciennes, mais derrière, ses dernières expériences, elles sont dramatiques. Toulouse, Dijon, Guingamp, il s'était mué en espèce de coach un peu sauf qui peut, dans tous les sens du terme. Il était devenu très austère. On se souvient qu'en conférence de presse, c'était pas un rigolo, il était même très chiant. Et c'est vrai qu'avec Nantes, il s'est racheté un petit peu un profil. Et je suis quelque part content pour lui. Moi, il me gonflait énormément sur la fin. Je le pensais terminé. On a vu des mecs finir. Je pense à des Jean Fernandez, à des, comme il s'appelle, ce qui avait été champion avec Montpellier. Aidez-moi les gars. René Girard. Des mecs qui ont fait des fins de parcours catastrophiques. On ne pouvait plus les voir. Et j'ai l'impression que quelque part, Comboiré, à Nantes, dans un contexte très difficile, parce qu'avec Kita, c'est quand même pas simple. On rappelle qu'il y a eu 21 coachs en 20 ans. J'ai l'impression qu'il a peut-être l'amour du club. T'as raison, Tom. En tout cas, c'est bien de revoir un mec être capable. Je pense qu'il s'est remis un petit peu en question avec le football moderne. En tout cas, c'est bien de le revoir comme ça sur le devant de la scène et remporter un trophée. Et très content pour le public nantais, on peut le dire, hein, qui a quand même souffert beaucoup ces dernières années, qui est l'un des meilleurs publics de France, où on le répétait souvent dans la classe foot, c'est un petit peu démago, mais c'est réel et on le pense vraiment. Voilà, fallait je regardais là en fouillant un petit peu sur l'équipe, je lisais des articles, et j'étais très surpris du nom du premier stade à Nantes, dans lequel le stade dans lequel Saupière, Marcel Sopin. Pas du tout, je pensais pas du tout à ça. Avant la Beaujoire, le FC Nantes jouait dans un stade. Marcel Sopin. Le stade de Malakoff. Mais parce que c'est alors, Marcel Sopin. Explique-moi, Erwan, vas-y, explique-moi. Alors, moi qui ai vécu à Nantes, non, mais Marcel Sopin, en fait, c'est le stade qui est dans la cité de Malakoff. Dans le quartier Malakoff. Le quartier Malakoff, quand tu arrives au nord de Nantes, quand tu arrives de Montaigu, en haut, là, c'est Malakoff, donc c'est le quartier de Malakoff. Et en fait, c'est le stade Marcel Sopin. Ils ont détruit, ils ont gardé qu'une tribune pour en faire un musée. Très bien. Et des hôtels aussi, c'est assez spécial. C'est le quartier, voilà, mes gars de Nantes. Il y a toujours des Nantais qui sont dans le chat. C'est une magnifique ville. Moi, j'ai vécu 2 ans, je me suis régalé, je suis très content. Trop de Parisiens.
bien. Mais bon, ça marche pour trop d'endroits. Et dernier petit sujet, parce que nous, vous savez qu'on aime les journalistes, on aime aussi les consultants. Ah oui, il faut absolument qu'on parle d'un homme qui a crevé l'écran. Ah, il a crevé l'écran. Twitter a été unanime quant à Eric Roy. Eric Roy a donc défrayé la chronique, puisque dans ce match, il a à la fois démonté l'arbitrage et ses règles autour des mains dans la surface, comme de par hasard. Ça va contre son club. Évidemment, Eric Roy, très proche de l'OGC Nice. Il a aussi remis en cause la règle du hors-jeu. Bon, 2022, j'ai envie de te dire, pourquoi pas. Il s'est même défendu dans l'équipe du jour en disant non, j'ai pas besoin de m'excuser. Ce que j'ai dit, c'était normal. S'il y avait eu une main pour l'autre équipe, j'aurais dû la même chose. Évidemment, Eric. Évidemment, voilà. Évidemment. On y croit tous. On ne le saura jamais. France Télé qui a toujours le don de se mettre en valeur. La primeur des consultants, j'ai l'impression. C'est un débat qu'on pourra avoir peut-être là sur cette fin de saison où on va avoir peut-être un petit peu moins d'actu sur le commentateur, mais on en revient encore une fois au fait qu'on prend des commentateurs, donc des consultants qu'on ne brise pas du tout. On est là, on les admire parce qu'ils ont des cartes de footballeurs et on pense que, tu sais, c'est comme souvent, il y a un bon joueur ne fait pas forcément un bon entraîneur. Clairement. Eh ben, un bon joueur ne fait pas forcément un bon commentateur et qu'on arrête d'idolâtrer les mecs dans les rédactions parce qu'ils ont une carrière pro et qu'on essaye de les former aussi. C'est à eux d'apprendre le métier, c'est pas à nous à leur sucer la canne. Exactement. Voilà. Manu, tu parlais aussi de France Télé. Certes, le match était sympa, bravo à Nantes, etc. Mais c'est l'une des pires audience de l'histoire de la Coupe de France. C'est notre ami Hamza Ramani, que tu connais bien, Manu, qui nous disait ça ce matin, qui nous a dit que c'était avec, je crois, une Coupe de France gagnée par le Paris Saint-Germain en 2017, la pire audience de l'histoire de la Coupe de France, à confirmer avec nos gars dans le chat. Je crois que c'était autour de 3 millions de téléspectateurs. Ça s'explique, le pic. Il faisait beau. Non mais gros, vous savez, c'est une réalité. Vacances scolaires, tout machin, il fait beau. Oh, t'as regardé le match ? Non. T'as regardé le match ? En replay, évidemment. Non, t'as regardé le match en direct. En direct, non. En direct, Erwan ? T'as regardé le match ? Ah, évidemment que non. T'as regardé le match ? Tu vois, je suis bien le seul à travailler ici. Écoute, je peux pas être sur tous les terrains. J'ai regardé un premier match de play-off féminin, voilà, donc... très bien, intéressant. Montpellier, moi le basket sur tous les terrains, c'est pas sur tous les championnats. Tu vas peut-être un peu regarder sur ton téléphone, Erwan, mais ok. On était occupé par d'autres sports, d'autres compétitions. Évidemment. À Bourges, j'étais en aide, Dans le chat, dites-tous si vous avez regardé le match en direct. Oui, ça c'est intéressant. Juste pour voir. Oui, non, juste pour qu'on voit. On nous dit, c'est Serge Iniesta qui nous dit apparemment il y avait 3 millions devant le match. Ah, c'est ça, Polo l'a dit. Ce que je disais, ouais. 3 millions, c'est pas beaucoup. Pas grand-chose. Non, c'est pas beaucoup. Du foot en gratuit. Tu fais plus pour des enquêtes en Bretagne, là, avec, tu sais, les téléfilms, là. Tu vois, pas genre Plus belle la vie. Il s'arrête, Plus belle la vie. Il s'arrête, la vie. Dieu merci. Dieu merci. Il y a quelques oui quand même dans le chat parce que vous êtes des passionnés de sport. Oui. C'est vrai qu'il y a 50% de notre audience qui est à Nantes et c'est vrai que un petit mot sur Nice, ça me fait marrer parce que la semaine dernière, ça me fait marrer, non, mais ça me fait penser, surtout on avait un débat la semaine dernière, Marseille peut-il tout perdre ? Ils ont déjà perdu la Coupe d'Europe. Nice, qui nous a plutôt enthousiasmé cette saison avec un jeu et des ambitions. On a perdu la finale de la Coupe de France, c'est pour moi une contre-performance et peut ne pas se qualifier en Ligue des Champions. Et le jeu s'effrite depuis quelques semaines, etc. Et il y a de la friture aussi entre les dirigeants et Christophe Galtier. Ça paraît complètement... Même pas en Conférence Ligue. On parle de Ligue des Champions, mais ils sont derrière Strasbourg. On peut bouger, contrairement à lui. On suivra ça. Oui, c'est vrai. Oui, tiens, transition toute faite. C'est quand même l'autre fait du week-end, excuse-nous. Quelqu'un a regardé le match de Lyon ? Personne ? Même pas, je ne regarde plus. Ah non, moi j'ai arrêté ce massacre. Et je fais bien, pour ma santé c'est quand même mieux. Je me suis réveillé dimanche matin avec des notifications, 5 évidemment, 3-2 pour Metz. Écoute, je n'attends plus rien de cette saison. Par contre, ça y est, c'est officiel, on ne fera pas la Ligue des Champions. Donc je suis un peu ému. Est-ce que tu es surpris surtout ? Pas du tout, vraiment, on s'y attendait depuis le début. Qu'est-ce que vous pouvez espérer encore là ? La Conférence League, si Strasbourg perd les 2 prochains matchs et si Rennes fait un faux pas aussi. N'oublie pas qu'il faut gagner en même temps. Oui, il faut gagner. Non, mais... Et Strasbourg finit contre Marseille, je crois, la dernière journée. Non, mais il fait la semaine dernière. Strasbourg pour finir. Mais moi, quand je vois le visage qu'on affiche à Metz, on mérite d'aller nulle part. Moi, je laisse ma place. On est honteux, la honte. Et on repense à Jean-Michel Aulas qui nous a dit il y a 2-3 semaines que Peter Bosz allait rester. Écoute, il y a un chantier énorme du côté de l'OL, en tout cas. Je rappelle quand même que Peter a donné quelques conseils à Feyenoord. Oui. Et ça, je trouve que c'est une saison réussie. Ça, c'est un grand coach. Bravo. Il aurait peut-être fait de bosser son match face à Metz, mais il n'y a pas de problème, Peter. Il n'y a pas de problème. Sauf que tu t'appelles Peter Bosz et que tu es un peu traître d'un côté, moi, il n'y a pas ça. Tout ça a du sens. Et on nous signale, pour te redonner quand même du baume au cœur, mon cher Tom, que l'Olympique Lyonnais a gagné la Coupe Gambardella. Oui, de toute façon, l'espoir, c'est l'académie maintenant. Et l'OGC Nice est content, parce qu'ils vont tout récupérer. Oui, c'est 3 ans.
Bien vu. Je sais pas si tu l'as prévu, mais pas un mot sur le PSG qui a été encore dramatique. Trop tard. Non, on arrête d'en parler. Je pense. Même d'équipe catastrophique, je pense. Et tu sais, on n'en parlera même pas pendant le mercato d'été, ce que je te propose. Neymar est à Barcelone en train de bronzer en ce moment. Et Kylian est à Madrid avec Achraf Hakimi pour négocier par contre. D'après Loïc Tanzi, vu qu'il y a d'autres joueurs du PSG, ce serait pas pour négocier. Alors on se rassure. Sa famille, possiblement Ramsès. Des infos sur Jérôme Boateng ou pas? Mais par contre, j'ai jamais vu un mec. Tu recrutes un mec, il peut pas jouer une mi-temps. Il peut jouer, il sort à la 60e. Verratti quoi. Verratti peut jouer. Boateng, ça ressemblait à un bon coup. Bon. Ouais, il est un peu cramé, mais toute l'équipe, honnêtement, personne n'a rien mis là-dedans. Enfin, dans ce match, c'est cata. C'était vraiment cata. Il faut surtout pas lire les messages. Visiblement, on n'aime pas la formation lyonnaise. Qui pourrait nous faire virer. Allez, on enchaîne les gars avec justement du tennis et une nouvelle. Tom, Gilles Simon prend sa retraite. Ah ouais, tu vois, quel week-end de merde. J'étais en train d'y penser, je me dis, mais c'est que des lancements dramatiques. Ouais, il a annoncé sa fin de carrière après Wilfried Tsonga à 38 ans. Il a dit qu'il arrêterait donc à 38 piges. Déjà, il a dit qu'il arrêterait à la fin de saison. Bon, bah, ça fait partie des mousquetaires. Hein. Lui, qui a été un habitué du top 20, il a même été top 6 au plus haut de sa carrière. Bon, récemment, on le voit à peu près nulle part, hein, vu qu'il gagne plus vraiment des matchs. Ça reste quand même le 4e palmarès du tennis français, derrière Noah, Tsonga et Gasquet. Il a 14 titres, mais il n'a jamais gagné de Master 1000, lui. Il a gagné son plus gros truc, c'est l'ATP 500 de Hambourg, je crois, à l'époque. Donc voilà, c'est encore un gars de cette génération qui s'en va. Moi, je vous avoue que c'est pas celui avec qui j'ai le plus accroché, notamment pour le côté mental. Alors on sait que c'est un peu le défaut des Français, mais j'ai relu un match qu'il a fait, qualif pour le Master 1000 de Paris, il menait 5-1, 4-0, 40-0, il a perdu le match. Merci pour ce bel hommage. J'espère qu'il ne regarde pas au sport. Il a gagné quelques petits tournois. Puis les souvenirs que j'ai, c'est qu'à un moment donné, justement, quand il rentre dans le top 10, qu'il est top 6, on a l'impression qu'il y a un déclic. Et c'est vrai qu'on j'ai l'impression de dire la même chose qu'avec son gars. Il n'y a jamais eu ce cap. Après, c'est quand même des mecs qui sont restés dans le haut niveau pendant des années, qui ont gagné des Coupes Davis aussi. J'y me semble. Hein, oui, il gagne la 2017. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ces mecs-là sur qui font des belles carrières. À un moment donné, on a voulu y croire. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais eu le déclic pour le très très haut niveau, mais on pourra dire, comme quand même à nous dire les Steph Brun ou les Antoine Beneteau, qu'ils ont été aussi à la même période que 4 monstres. Donc voilà, le débat autour de cette génération, il sera toujours le même un petit peu. Mais il y a un mec qui le dit, il fera un très bon consultant. C'est un mec qui a fait énormément d'éclats dans sa carrière et qui est plutôt bon là-dedans. Il a sorti un livre aussi qui paraît très bien. Voilà, si vous voulez un peu en savoir plus sur sa carrière. Allez, des bonnes nouvelles maintenant et quelque chose de positif, de réjouissant. Il y a une semaine ou deux, tu nous as parlé de Carlos Alcaraz et il s'est bien distingué là au Master 1000 de Madrid. Ouais, alors c'est pas un Français, hein, visiblement. Non, c'est toujours l'Espagnol. Je vous en avais parlé il y a 2 semaines. Le futur crack, hein, le crack même actuel, vu qu'il gagne tout, il vient de remporter le Master 1000 de Madrid en battant quand même sur son chemin Rafael Nadal, Novak Djokovic et Zverev. Donc c'est une énorme perf. Il est, ça y est, à 2 semaines de Roland-Garros, il se place comme l'un des favoris avec évidemment Djoko, Nadal, Tsitsipas et donc Alcaraz. C'est incroyable, franchement, la planète tennis ne parle que de lui. Il a été impressionnant contre Djokovic. Le match a duré plus de 3 heures, il me semble, en 3-7 avec 2 tie-breaks. Enfin, c'était énorme. Et ce qui était surprenant, et moi c'est là où je l'attendais contre un Novak, c'est que lui, on sait qu'il aime bien tuer les échanges très tôt. Et Djokovic, c'est tout le contraire. Hein. Je vais t'user jusqu'à la moelle. Et il a gagné dans ce contexte-là. Donc, comme je disais il y a 2 semaines, on a du mal à voir quels sont ses défauts aujourd'hui. Et en tout cas, j'ai hâte de le voir à Roland-Garros. En tout cas, c'était sa 5e finale, 5e de gagner, donc il est à 100%. Et son 4e tournoi cette année, son 2e Master 1000. Voilà, c'est impressionnant. Imagine, il reste à 100% toute sa carrière. On risque d'en parler. J'ai vu qu'il n'avait pas participé au Masters de Rome. Il est blessé, il est fatigué. Blessé. Pas de problème en vue de Roland-Garros. Non. Pas son niveau. Il a déjà tout gagné. Non, c'est en vue de Roland-Garros, il ne veut pas prendre de risques. Il a bien raison. Sachant qu'il avait déjà enchaîné, c'était le 500 de Barcelone, le 1000 de Madrid, et en effet, il fait un petit peu relâche. Zverev a dit que c'était l'actuel meilleur joueur. Et c'est ouf, ce mec-là, je l'ai entendu parler pour la première fois la semaine dernière avec Tom, et là je tombe sur la fin de la finale à Madrid.
Et le mec, il tape Zverev après avoir sorti Nadal et Djokovic. Et le mec, Zverev, il dit oh, t'es le meilleur joueur du tennis actuellement. Moi, j'ai pris j'ai pris un combat de 6 ans. Qu'est-ce qui se passe? J'avoue que c'est ouf. Nadal, il va gagner un tournoi extraordinaire en Australie. C'était il y a 2 mois et demi. Tu sais, ça. Ah ouais. Je pense à toute la génération justement des Zverev, des Tsitsipas, des Berrettini et tout, qui ont attendu que Djoko et consorts se barrent et ils vont se taper Alcaraz maintenant à la place, qui est encore plus jeune qu'eux. Je pense qu'il doit avoir bien les boules. Hein. Il dit qu'il jouait sous infiltration, c'est ça, sur le Madrid. Voilà, information bien sûr très très importante. Et Erwan, je peux revenir vers toi. Avant de parler du Giro, parce qu'il y a une information qui vient de tomber concernant un décès, celui d'Adrian Payne. Ouais, Qatar. Que c'est catastrophique. Alors, on n'a pas plus de précision, mais on voit qu'on en parle aussi. Non, alors franchement, on a eu l'info juste vraiment au moment où en régie ils ont lancé le chrono pour qu'on prenne l'antenne. Tom nous dit ça. Alors Adrian Payne, c'est un ancien de Michigan State, passé par les Timberwolves, passé par Lasvel notamment, mec qui avait 31 ans. Là, j'ai pas les causes, mais c'est terrible comme. C'est terrible comme nouvelle, quoi. Tout à fait. Un mec de 31 ans comme ça qui disparaît. Alors on sait que tous les jours, il y a des gens qui disparaissent évidemment. Mais là, quand on a un mec qu'on a connu, qu'on a vu jouer, à 31 ans qui disparaît, ben forcément, on est tous tristes et émus et on pense à ses proches. Exactement. Et bon, ça n'a rien à voir, mais je vous rappelle qu'il y aura aussi également une libre antenne NBA qui vous attend ce soir, bien sûr, sur la chaîne First Team Sport, 22h minuit. Vous appelez. Et énormément de choses à dire. Hein. L'info est tombée. Nikola Jokic va recevoir son 2e titre de MVP d'affilée. Donc, c'est-à-dire qu'Embiid ne sera toujours pas MVP à la fin de cette saison. Appelez-nous. Les playoffs, c'est incroyable. Les Bucks et les Celtics ont été autorisés à utiliser des sabres pour la suite de la. Des armes de catégorie 2. Ouais, c'est ça. Et des boucliers pour la suite de la série, tellement que tant ça brasse. Joel Embiid, pas MVP, mais est revenu avec les Sixers à 2-2. Il y a plein de choses qui se passent. Hier, les Suns se sont fait martyriser aussi par les Mavs, voilà, avec un Chris Paul qu'on a rarement vu aussi dramatique sur les 2 matchs là-bas. Donc plein de choses à dire, appelez-nous. Exactement. Et puis bon, je t'ai fait parler un petit peu basket parce que voilà, l'actualité nous y a obligés avec cette information qui vient de tomber. Parlons aussi également de boxe parce qu'il y avait un gros combat. Canelo Alvarez qui remontait sur le ring, mais Canelo Alvarez qui a subi sa 2e défaite en carrière là ce week-end. Ouais, et c'est toujours un événement, c'est un énorme événement quand Canelo se fait taper comme ça parce qu'on n'a pas l'habitude. La dernière fois c'était face à Floyd Mayweather et tu le dis, ça remonte à 2013, mais Floyd Mayweather qui a eu le nez creux parce qu'il a parié contre Canelo Alvarez et du coup il a gagné plus de 41 000 $. Il a mis une photo Instagram en disant Easy Money. Non, 41 000 Non, 41 000 $. Oh, c'est rien pour lui. C'est un resto, ça, pour lui. Oui. Il va pouvoir sortir de la merde, c'est bien. Il n'empêche, donc il a mis une photo avec Easy Money. Tu vois, genre. Mais bon, Canelo qui perd, ça reste quand même un énorme événement dans le monde de la boxe. Après, il perd parce qu'il est monté de catégorie. Lui, c'est un super moyen, il me semble. N'hésitez pas dans le chat si je me trompe. Il est monté chez les Milo et il s'est fait taper par Dimitri Bivol, un solide russe qui a 20 victoires, 0 défaites. Donc il ne s'est pas non plus battu contre moi ou Tom. Et en plus, il s'est fait bien dominé. Alors c'était à Las Vegas. On sait qu'à Las Vegas, à la T-Mobile Arena, c'est un petit peu chez Canelo. Les juges ont donné Bivol à 115 avec seulement 2 points d'avance. Ah ouais. Et en fait, sur le vu du combat, c'est un gentil vol. Il y en a même qui disent que si Bivol ne surdomine pas le dernier round, il y aurait pu avoir un match nul qui aurait été un vrai scandale. Mais on sait que dans la boxe, les juges sont assez volatiles. Mais là, il a trop dominé notre ami quand même pour concéder un match nul. La preuve, 152 touches pour Bivol, 84 touches pour Canelo. Donc voilà, c'est rare de voir le Mexicain se faire dominer. Alors certes, il montait de catégorie. Maintenant, il y a plein de choses du coup qui vont changer peut-être dans son programme. Il y a des rumeurs qui disent qu'il doit monter carrément peut-être en lourd ou en lourd léger. Parce qu'il a déjà changé 3 fois. C'est la 3e fois qu'il changeait de catégorie. Donc voilà. Mais des fois, alors il a été plutôt digne en conférence de presse. Mais maintenant, quand des stars comme ça perdent, forcément, ça fait réfléchir. Qu'est-ce que va faire Canelo pour la suite ? Écoute, on verra bien, mais on a assisté à un super combat et surtout à une énorme surprise à Las Vegas ce week-end. La remise en question des grands boxeurs, moi c'est toujours l'épisode qui suit qui me régale. L'épisode qui suit, il a été avec Polo, c'est du cyclisme, c'est le Giro. Et il y a un garçon qui est éternel, il s'appelle Mark Cavendish et il gagne encore, Polo. Il gagne encore, c'est incroyable. Alors déjà, je voulais faire part aux gens autour de ce plateau que j'étais de bonne foi et que je voulais proposer autre chose que du cyclisme aujourd'hui. C'est vrai. Mais tu l'as même imposé, tu peux le dire. L'actu a fait qu'on m'a imposé de parler vélo aujourd'hui, donc parler de Mark Cavendish c'est important parce que l'anglais de
de 36 ans maintenant, qui n'avait plus gagné sur le Giro depuis 2013, est allé chercher le premier sprint qu'il a disputé sur ce Giro. C'est assez extraordinaire ce qu'on vit avec Mark Cavendish, la résurrection depuis qu'il a retrouvé cette équipe Quick-Step. Même l'année dernière, on s'en souvient, 4 victoires d'étape à 35 ans sur le Tour de France. Il va égaliser le record d'étapes gagnées par Eddy Merckx avec 34 victoires sur la grande boucle. Là, il renoue avec le succès sur le Giro. C'est sa 16e victoire d'étape aussi sur le Giro. Je voulais récupérer le chiffre total de victoires dans sa carrière, mais j'ai oublié de le faire avant l'émission. Mais on est au-dessus des 200, voire peut-être des 300. Les gens dans le chat nous le diront. Un calcul qui prend un peu de temps. C'est pour ça aussi. Il nous refait une saison assez extraordinaire. Il a gagné à Milan-Turin, il a gagné au Tour UAE, il a gagné au Oman. C'est assez fou pour ce mec qui a eu son prime au début des années 2010, en fin 2000, plutôt 2008, 2009, 2010. Il gagne Milan et il gagne Milan-San Remo notamment. Il était champion du monde aussi à cette période. Et là, le revoir, redominer le sprint mondial parce qu'il ne bat pas des peintres. Il bat Arnaud Démare. On voit sa petite épaule là juste derrière toi. Le Français qui finit 2e. Il bat Gaviria. Il bat aussi Caleb Ewan. Et Brice aussi. Bon. C'est Grimaille. Et il bat des costauds. Donc c'est assez incroyable la perf du Cave. À mon avis, ce Giro, on peut espérer encore entre 5 ou 6 étapes de sprint. S'il en prend ne serait-ce que la moitié, ce serait extraordinaire. On va suivre ça de près pour la suite de ce Tour d'Italie. Il a un très beau casque. Ouais. Il a vraiment un casque fantastique. Alors, on peut le dire. Non, mais ça, on peut parler de l'aérodynamisme, Polo, de cet objet. Specialized, qui est connu et reconnu comme le meilleur matos au monde. Hein. Non, mais pour le coup, ça, c'est même pas parce que une certaine émission, quoi. Il a mué pendant la phrase. Moi, j'ai amené mon scooter à la révision, ils m'ont dit je te mets un cadre Specialized, le scooter, nickel. Et t'as gagné 25 km. J'ai gagné 25 km et j'ai perdu mon permis à cause de ces cons. À cause du casque. On fait un petit point aussi également sur les leaders et la bataille des gros bras devant. Ouais, c'est ça, on est à 3 étapes. 3 étapes déjà effectuées. Ce grand départ à Budapest là, qui a accueilli les 3 premières étapes de ce Giro. Il s'en est passé des belles choses avec la magnifique victoire de Van Der Poel qui allait chercher du coup le maillot rose pour le premier jour. Le lendemain, un chrono pas facile et une démonstration de Simon Yates qui là pour le coup est un des favoris. On l'attendait pas trop sur ce genre de tracé. Là, 9 km de contre-la-montre, lui c'est plutôt un vrai grimpeur. Il s'est surpassé, il a fini devant tous les favoris. Pas assez pour prendre le maillot à Van Der Poel, mais assez pour prendre de l'avance notamment sur les Carapaces, sur les Bardet, etc. Bardet a pas trop perdu de temps. Bardet a fait un excellent chrono aussi. Il a vraiment pas perdu beaucoup de temps. Ça va être très intéressant. Et du coup, je vous donne rendez-vous demain. Là, ils font journée de repos aujourd'hui. Ils vont jusqu'en Sicile et demain, ils montent l'Etna. Le parlé la semaine dernière. Qui vient de se réveiller d'ailleurs. Faites attention les gars. On va pouvoir slalomer un peu. C'est toute la beauté du Giro. Et là, du coup, ça va être le premier grand rendez-vous des grimpeurs. Je pense que Simon Yates va avoir à cœur de prendre encore du temps. Mais un mec comme Bardet, tu l'as dit Tom, est en forme aussi. Ça va être chouette. Rendez-vous demain. Il faudra battre le record de Haroun Tazieff dans cette montée de l'Etna. Tu sais qu'on a perdu beaucoup de jeunes là. Allez voir, justement, il est mort lui en plus dans le genre. Laurent Gérard continue de faire des imitations d'Haroun Tazieff. Il est mort depuis 20 ans, je pense, ou 10 ans. Mais il est mort sur un volcan, je crois en plus. Ah ouais, me semble. J'ai pas l'info. Mais on va vulcanologue, donc du coup pour nos amis du chat. Exactement. C'était une star dans les années 80. Au moins, en tout cas. Les gars, on va parler un petit peu de Formule 1. La transition est toute faite avec Haroun Tazieff, puisque c'est Max qui l'a emporté du côté de Miami. C'était la première fois que la Formule 1 faisait étape à Miami. Alors, moi, j'avoue que je faisais partie des sceptiques, parce qu'on nous avait présenté un tracé sur le papier. Parce que t'as pas pu y aller surtout. Et aussi, en bon jaloux qui l'année prochaine, on y travaille. Exactement, on va y travailler. Non, je faisais partie des sceptiques parce que quand on voyait un petit peu le tracé, on se disait, tiens, il a l'air assez simpliste avec ces 2 énormes lignes droites. On se disait, bon, ok, d'accord, il va y avoir des activations DRS et tout sera un petit peu factice. Et au final, vendredi, on a découvert une piste, franchement, qui, moi, je trouve, est complètement à part. Il est mort en 98 heures, Tazieff. Merci, Tom, pour l'info. Une piste vraiment à part où les pilotes ont vraiment pris d'énormes sensations. Visuellement, c'était très spectaculaire, très technique. Aussi, quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on peut retrouver tout au long de la saison. Donc, un grand bravo à Miami. Un grand moins à Miami, c'est l'histoire de ce bitume qui, malheureusement, est très, très mal entretenu et qui laissait une seule trajectoire possible, en tout cas, pour les pilotes. Donc, on va dire qu'il y a eu du spectacle, il y a eu des duels, mais pas assez peut-être de dépassement. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Manu. Je suis désolé, je suis pas d'accord avec toi. Non, mais je suis plutôt d'accord. Non, mais ce matin, du coup, les pistonnés retrouvaient cette fabuleuse émission sur First Team Sport. Justement, Brice, c'était plutôt de ton avis, et Hamza était très remonté. Était très remonté. Et moi, j'étais plutôt de son avis. Je trouve que, mis à part peut-être la bagarre dans le ventre mou,
Et s'il y a pas, et encore une fois, s'il n'y a pas de safety car, le Grand Prix est une purge notoire. Et je pense que les gens dans le chat seraient plutôt d'accord avec ça. Est-ce que c'est de la faute du Grand Prix ou est-ce que c'est de la faute de l'archi-domination de Red Bull, tu vois, sur cette course? C'est de la faute de la matière au sol, quand même. Oui, non, mais je pense que la matière au sol a vraiment gâché le spectacle. Voilà. L'avantage, c'est qu'il y en a un tous les ans que tu peux la changer. Mais le moment où Leclerc revient sur Verstappen, qui reste un peu dans ses échappements pendant 3-4 tours. Il est en plein DRS, le gars. Non, mais là-dessus. Justement, est-ce que c'est Red Bull ou est-ce que c'est là, c'est une bonne question. Là-dessus, tu as raison, je pense que c'est les deux. C'est que déjà, en effet, on l'a vu, ça pose un problème de spectacle, ça pose avant tout un problème de sécurité. On a vu une énorme boîte qu'a pris Ocon, notamment en essai libre 3, je crois 51 G à l'impact, enfin bref, quelque chose de terrible. Et c'est parce que justement, il était sorti de cette trajectoire et que ça glissait énormément lorsqu'on sortait de cette trajectoire. Mais moi, je pense aussi que Red Bull, avec sa vitesse de pointe absolument démoniaque, aujourd'hui, lorsque tu auras un circuit avec des longues lignes droites, aujourd'hui, Ferrari ne peut pas rivaliser. C'est ce qu'on voyait quand Leclerc avait le DRS, il allait juste un chouïa plus vite que Verstappen et pas assez pour faire la différence. Exactement. Et ça, je pense que voilà, c'est un souci. Alors, on sait que Ferrari, on en a parlé un petit peu dans les pistonnets ce matin, est un peu plus attentiste et un petit peu plus frileux, on va dire, sur le développement de sa voiture. Là où Red Bull tente des choses et pour le moment ça marche. On a l'impression en tout cas que Red Bull est repassé devant Ferrari, mais voilà, c'est peut-être aussi circonstanciel, on va dire, au circuit. Maintenant, il y a une réalité, c'est que en effet, Leclerc n'a pas pu suivre cette voiture. Alors, on a l'impression que l'avantage de cette Red Bull, de la Ferrari, c'est qu'elle arrive à vite chauffer, à vite mettre les gommes en chauffe, ce qui leur sert notamment en qualification, ce qui explique pourquoi il y avait 2 Ferrari sur la première ligne. Mais par contre, ça leur joue des tours lorsque tu rallonges les relais en course. On l'a vu au bout de 8 tours, Leclerc s'est plaint de ses pneus. Un tour après, Verstappen passait, il l'a plus revu. Même la safety car ne lui a même pas donné une deuxième chance. Donc c'est vrai que ça pose en tout cas question, mais rassurez-vous, chers amis, si vous suivez la Formule 1 de loin, ça commence à vous intéresser fortement. Le prochain Grand Prix est à Barcelone et normalement, les écuries devraient sortir l'artillerie lourde. Donc on devrait voir peut-être des basculements dans la hiérarchie et on attend surtout une réaction, celle de Mercedes, pour savoir si justement ils vont pouvoir combler l'écart. Mais notre invité de ce matin, Guillaume Nedelec, me disait en sortant de l'enregistrement, il me disait que pour lui, il voit une saison 100 pour Mercedes. Mais nous, en tout cas, on fera un débat Mercedes, je pense, après Barcelone pour faire les premiers. Vous étiez bien chaud dessus ce matin. Ouais. Je me trompe, mais l'année dernière, il me semble que vous avez entendu dans les pistonnets dire que quand Red Bull a fait une deuxième partie de saison qui donnait tout, quitte à pas développer la voiture pour l'année prochaine, et que Mercedes était déjà dans cette nouvelle ère. En fait, on s'est trompé. D'accord. Mais c'est vous, et c'est à vous qu'on file des piges. Non, on s'est trompé pour. Non, mais donc j'avais bien entendu ça. Exactement. En fait, c'était d'ailleurs ce que. En fait, si tu veux, Red Bull avait dit, on est prêt à sacrifier la première année de la révolution si on est champion et qu'on arrive à faire tomber Mercedes dans l'ère hybride qui a été archi dominé et qui avait été uniquement dominé par Mercedes. Et en fait, on commence à se rendre compte, mais ça, je pense qu'on va le comprendre un petit peu plus tard, et notamment à Barcelone, si jamais ils apportent des modifications. Peut-être que, en fait, Mercedes est toujours dans le questionnement de se dire, est-ce qu'ils se sont plantés sur le concept ou est-ce qu'ils n'ont pas encore trouvé la clé pour le faire fonctionner, si tu veux. Lewis Hamilton pense qu'ils se sont plantés. Toto Wolff dit, bah non, on arrive à le faire fonctionner un petit peu avec George Russell. Alors, ils sont très très loin de la concurrence, mais vraisemblablement, il y a un virage qui a du mal à négocier Mercedes et peut-être qu'on n'avait pas vu venir. C'est que, tu sais, le budget de cap a fait que ça réduit les effectifs dans les usines, ça réduit les budgets des grosses écuries telles que Mercedes. Et bah, tu as peut-être perdu un peu de matière grise. Tu t'es peut-être aussi un petit peu embourgeoisé. Tu t'es peut-être pas assez remis en question. Tu t'es peut-être dit que quelque part, tu es l'équipe la plus titrée et tu vas sortir une voiture masterclass et tu t'es peut-être planté. Voilà. Et pour le moment, Mercedes n'a pas la réponse. Ils avaient travaillé sur 2 concepts avant le début de la saison. Un concept avec des pontons qu'ils avaient vite abandonné pour ce concept sans pontons. Et la grande question, c'est de se dire, est-ce qu'ils vont pas rebasculer sur le concept avec pontons, ce qui serait le signe qui se sont complètement gardés. Et du coup, ça arriverait à Barcelone. Moi, j'ai une question. Pourquoi Barcelone, c'est l'endroit où on attend toutes ces modifications? Parce que tu as 3... Alors, c'est un vrai circuit de test, un petit peu comme le Castellet, parce que tu as 3 secteurs qui sont complètement différents. Alors, c'est très chiant. C'est pour ça que c'est un... En fait, c'est si les écarts sont réduits, tu as des courses fantastiques.
puisque c'est un circuit de test, si tu as des écarts, on va dire, importants entre les écuries, ça devient compliqué. C'est pour ça que ça va être aussi un vrai déterminant pour ce nouveau concept 2022, de savoir si ça marche vraiment ou pas. Donc on a hâte de voir. Et pourquoi à Barcelone? Parce qu'en fait, tu as 3 secteurs qui sont complètement variés et qui sont représentatifs un petit peu de tous les circuits que tu peux retrouver au championnat du monde. Donc c'est pour ça en fait que c'est un circuit test, parce que tu retrouves toute la variété des différents types de virages que tu pourras retrouver avant et après ce Grand Prix d'Espagne. Donc on attend ça avec beaucoup d'impatience, et ça sera dans 15 jours, et les pistonnés seront là bien sûr pour vous faire vivre tout ceci. Voilà les amis. On a parlé F1, on a parlé foot, on a parlé tennis, on a parlé basket, on a parlé cyclisme. Petite image. Revient dans le foot, image de tristesse les gars, quand j'ai vu ça ce matin, j'ai trouvé ça d'une tristesse infinie, c'est l'une des images de ce week-end. C'était moi sur mon canapé dimanche. Exactement, à peu près dans le même état. Jaroslav Plazil, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux qui est désormais dans le staff de David Guillon, en larmes après la défaite 4-1 des Girondins. On s'est fait le résumé les gars, enfin on va dire même le grand format tout à l'heure. Je suis pas sûr d'avoir vu une équipe aussi honteuse depuis les décennies. Les semaines doivent être longues. Aller à l'entraînement, s'entraîner 2 fois par jour. Ouais. En ce moment, quand tu es joueur des Girondins de Bordeaux, ça doit être très très long. Et les semaines qui leur restent encore dans l'élite du football français vont être aussi très longues. Moi, je trouve que c'est mérité aux yeux de ce qui propose depuis 2 ans. La manière, l'année dernière, je me souviendrai toujours, dont ils ont célébré le maintien, alors qu'ils avaient fait déjà une saison honteuse, bien loin des objectifs. La manière dont ils avaient célébré ça, comme ils n'ont rien fait, quand ils sont encore plus enfoncés cette année-là, il faut toucher le fond. Et ce qui est bien, c'est que quand tu touches le fond, il y a un filtre naturel. On voit les masques tombent. Il y a des mecs qui tiennent au club, il y en a d'autres qui tiennent complètement au club, et ça permettra de repartir à zéro. C'est très dur de toucher le fond, mais le seul point positif quand tu touches le fond, c'est que tu peux que remonter. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas jusqu'où ils vont toucher le fond, parce que là je vois une équipe qui n'a pas le niveau pour remonter directement en Ligue 1. T'as un été. Très bien, t'as un été. Mais moi je suis très inquiet de ce que je vois pour la Ligue 2. Souvent quand Bordeaux a touché le fond, Bordeaux a fait appel à son centre de formation. Tu te rappelles quand ils étaient descendus au début des années 90 après les soucis de Claude Bèze, etc. C'est là qu'ils avaient sorti les Dugarry et Lizarazu notamment, et d'autres noms. Le souci, c'est que je suis pas sûr que le centre de formation de Bordeaux, des échos qu'on a en tout cas de notamment certains anciens joueurs, je suis pas sûr que ça travaille aussi bien que après, s'ils ne remontent pas la première année, c'est pas grave. Lens, regarde, ils ont mis du temps pour remonter, mais au moins, là, c'est important qu'une institution comme ça se restructure. Là, honnêtement, ce qui se passe depuis 3 ans, c'est catastrophique. Il y a Daron Tom, je ne sais pas si c'est ton père d'ailleurs, Tom, qui nous dit, et dire qu'ils avaient fêté l'arrivée de Lopez, ça aussi, ça avait été un signe, je trouve, qui était assez inquiétant à l'époque. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est de ne pas redescendre non plus trop bas. Parce que la situation financière des Girondins de Bordeaux est quand même... Et encore, c'est Bordeaux. Mais voilà. Regarde Strasbourg. Oui, c'est vrai. Complètement, t'as raison. Bah après, on leur souhaite évidemment pas, mais moi, je pense qu'il vaut mieux repartir sur quelque chose de très sain. Et Strasbourg, ils sont allés jusqu'en CFA2 à l'époque, complètement. Mais aujourd'hui, Strasbourg, ils se battent pour être avec les champions, donc ça prend du temps. Mais là, c'est trop malsain. Ah oui, là, je pense qu'il y a tout à détruire et tout à reconstruire. C'est le dernier combat de Ferguson, qui est une. Oui, t'as raison. Oui, on a oublié de le dire. Une légende du sport aussi. Drôle de jubilé quand même, ce sport. Sylvain Casteldeuf était autour du ring, autour de la cage, et supportait son gars Ferguson. Je préfère finir mon dernier match comme ça que comme Casten Dutch. Ah bah clairement, applaudi avec un bandeau comme ça. Voilà, il s'en est remis heureusement. Pas psychologiquement par contre. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il a bien rebondi. Ballon plein de poire, femmes et enfants dans les tribunes sur civière. Oh la vache. Ballon plein de poire, vraiment plein. Ce qu'on appelle même pas pleine poire, pleine poire aussi. C'est la même chose mais en Grèce. Ah ouais. Tom. C'est pas grec? Non, c'est vrai qu'on me le dit souvent. Voilà les amis pour les news. Non. Attends, on a oublié un truc. Attends, parce que là on parle de tout et je sais pas quoi. On parle pas de la Champions Cup. Il y a la coupe, il y a la Ligue des champions du rugby qui s'est déroulée ce week-end. J'étais surpris aussi que t'es pas réellement. Frérot, attendez, on respecte un peu les sports. C'est le printemps, c'est le meilleur moment du sport. On va parler un peu de la Champions Cup, puisqu'on a quand même 3 équipes qui se retrouvent en demi-finale de la Champions Cup. Alors ça va se jouer le 15 mai, le Racing 92 contre La Rochelle et Leinster contre Toulouse. Mais surtout, Erwan a pu regarder ce match fantastique. Munster-Toulouse en quart de finale donc, 24-24, match extraordinaire, puisque ça a fini
Au tir au but. Je sais pas s'il appelle tir au but, mais en tout cas, il appelle. Je crois que c'est tir au but. Tir au but, Sur RMC, ils ont appelé ça les tirs au Moment but. complètement fou, puisqu'il y a eu une prolongation après le temps réglementaire. Et donc, le but, c'est de marquer un point en prolongation dans le rugby. Ça a tenté des drops à tout va. Ça a raté des drops à tout va. Des Panenka. Des Panenka. Et ça a fini donc au tir au but. Toulouse c'est sorti d'un miracle. Et comment. Attends, c'est quoi le format? T'as genre les premières, deuxième lignes qui tentent des drops, des Je vais trucs. pas te l'expliquer parce que c'est le premier qui rate. même Romain Tamac ne connaît pas le règlement. Donc, parce qu'il a mis, il a botté, il a célébré, il s'est retourné, il a vu que le mec célébrait pas, il s'est dit ah là en fait. Écoute ça, Erwan, je vais vous super, merci. Regarde, on appelle ça Nick Young. Les deux équipes vont avoir le droit à 3 tireurs qui auront 2 tentatives chacun de 22 mètres, puis de 40 mètres pour faire la différence avant de participer à une mort subite lors de cette séance des tirs au but. Les joueurs du Munster vont commencer. C'est Koh-Lanta en fait. C'est un anglais qui a écrit les règles, En fait, c'est même pas ça, parce que c'est 6 en fait. Parce que justement, Romain Tamac, au bout de 3, c'est normal. parce qu'il a gagné. Oui, mais c'est ce que je viens de te dire. Ils sont 3, ils tirent 2 fois. Premier tour, 22 mètres, deuxième tour, 40 mètres. 6 tirs en tout. C'est fou. Voilà, d'accord. Okay. C'est fou. Bon, bref, c'est un truc qu'on voit. C'est archi rare d'après ce ça que c'est pas arrivé au BO l'an dernier déjà là. Pour la montée, pour la montée. C'était pas exactement la même qualité de match. L'année dernière pour le Bayern Biarritz, mais l'intensité y était. Match historique, je vous le conseille. Je me suis régalé samedi. Et Erwan aussi, il a préféré regarder ça que la finale de la Coupe de France de foot. Et on le comprend, et on le soutient dans cette C'était démarche. surtout pas à la même heure, donc. Il y en a une qui était à 8h du mat, l'autre à 20h. Bon, bah. Non, mais il s'est rattrapé avec Rencontre à 15 dimanche matin. Ah oui, c'est notre émission préférée. Évidemment, depuis plus de 25 ans. Rencontre à 15. Oh la vache. On est 5 téléspectateurs et toujours aussi fidèles. Je sais que. Rencontre à 15. Putain, ça fait kiffer. Ils étaient 15 sur le plateau, du coup? Non, ils étaient tout seuls. C'est un mec, je sais plus comment. Je sais plus comment il s'appelle. Mais bref, ça fleurait bon le sud-ouest. Celui qu'on aime en tout cas. Allez, les amis, on passe tout de suite à la perf du week-end et un petit mot, bien sûr, de basket. L'Euroleague de basket a annoncé que le pivot... L'Eurocup, pardon, excuse-moi. Il faut toujours que, à chaque fois qu'on parle de compétition européenne, il faut que je m'en mêle les pinceaux quand il s'agit bien sûr de basket. C'est simple. L'Eurocup de basket a annoncé que le pivot, bien sûr, du Virtus Segafredo Bologne... La Virtus. La Virtus, ouais. Merci beaucoup. Mam Jeité, donc, a été élu MVP, bien sûr, de l'Eurocup pour cette saison. Juste un petit point stat quand même pour vous les donner, une moyenne de 12,8 points, 71,1% de réussite à 2 points, 7,5 rebonds pour une évaluation de 18-1, ça va, c'est plutôt pas mal pour un mec à 22 minutes de moyenne par match. Bravo à lui, c'est un ami de la First Team, donc c'est pour ça qu'on va aussi en parler, et parce que c'est un exploit assez extraordinaire. Déjà, juste pour le replacer, des meilleurs joueurs français en Eurocup, il y en a eu beaucoup ou pas? 0. Voilà, donc c'est historique. Il y a eu l'Euroleague. Il y a eu l'Euroleague, jamais d'Eurocup. Le meilleur passeur de l'histoire de l'Eurocup est français, c'est Andrew Albici, mais de meilleurs joueurs comme ça sur une saison, c'est le premier et c'est pas rien quoi. Exactement. Garçon passé par l'INSEP. Tout à fait. Ouais, absolument. Mam Jaïté, c'est un gars qu'on connaît bien avec Erwan pour plusieurs raisons, parce qu'il vient de Malakoff, donc on a eu l'occasion de s'entraîner avec lui et son frère notamment, mais aussi parce que quand Mam rêvait de NBA, donc c'était il y a plusieurs années maintenant, Erwan avait eu l'occasion de le suivre pendant plusieurs semaines, juste avant la draft, et Erwan va pouvoir nous raconter, ça va durer 20 minutes. C'est une belle anecdote. Non, mais il revient de loin, Mam, hein. Ça n'a pas été simple, donc il grandit à Malakoff, il commence il joue au foot avant, il joue au foot, et il était immense, et on lui dit arrête le ballon, viens jouer au basket. C'est Aaron, notre ami, qui lui dit ça. Il vient jouer au basket et très vite, évidemment, quand t'es grand comme ça, l'INSEP l'accueille. Il fait son cursus à l'INSEP et très vite, il va en Pro B à Boulogne-sur-Mer où il est MVP de Pro B d'entrée. Là, on se dit, bon, là, la NBA commence à parler de lui dans les mock drafts, tout ça. Il va à Nanterre. Et là, c'est vrai que sa découverte de l'élite du basket français va être un petit peu compliquée pour diverses raisons, parce que c'est jamais simple quand il y a énormément d'attentes autour de toi, quand on te parle de NBA. Il y a des agents, il y a des choix à faire qui sont pas toujours les bons. Il y a des moments à saisir que tu saisis peut-être pas forcément. Donc il fait Nanterre, il va ensuite faire Strasbourg 1 an avec Vincent Collet. Il va ensuite aller à Limoges, sans jamais vraiment réussir à s'installer. Et là, on commence à se dire bon, même ça va être compliqué. Entre-temps, quand il est à Nanterre, donc il se présente à la draft, il a l'âge. Est-ce qu'il avait hésité à le faire après sa saison en Pro B avec Boulogne-sur-Mer ou le MVP? Il se redonne 1 an. Il aurait peut-être pas dû, mais bon, c'est pas grave. C'est toujours très compliqué. Il se présente à la draft de Nanterre. Moi, je le suis à l'époque parce que je suis à Bine. On imagine qu'il va être drafté.
il est quand même drôlement conseillé à ce moment-là parce qu'il fait quand même beaucoup de work-out avec des franchises et quand t'en fais trop, les franchises se disent surtout s'ils se montrent autant, c'est que personne n'en veut. C'est un peu des enchères donc là-dessus. Et finalement, il n'est pas drafté. Donc, et ça, pour lui, il n'est pas drafté. Il est appelé avec Vincent Collet pour faire l'Euro en France où il jouera quasiment pas. Très dur pour lui. Et il va faire donc Strasbourg-Limoges et puis s'installe pas dans ces clubs-là. Et puis il part à l'étranger. Et comme souvent, comme beaucoup de joueurs au foot, Saratov, en Russie, il faut aller jouer à Saratov en Russie. Hein. C'est quand même le fin fond de la Russie, dur. Et à l'étranger, il va se construire loin un peu des regards, des attentes, où on était tout le temps là, à l'INSEP, les attentes, même j'ai été pas drafté, qu'est-ce qu'on attend de plus que gna gna. Et là, il n'y aura pas de ça. Il va taffer à Saratov, il va passer par la Turquie. Il était d'abord à Turin, avant Saratov. Turin, oui, il fait Turin, Gaziantep, Saratov, c'est ça? Non, Saratov et Gaziantep après. Voilà, donc il va aller dans des clubs comme ça obscurs un peu d'Europe, sans leur faire offense, mais c'est ça. Et à un moment donné, il va bosser, il va taffer, je crois qu'il va aussi, vous êtes d'accord avec moi, arrêter d'être un poste 4-5, il va être un vrai pivot. D'ailleurs, il est élu pivot, MVP de la compétition parce qu'il est pivot. Tu l'as commenté ce week-end. Il joue maintenant quasiment que 5. Il est que 5 et ce que j'aime beaucoup avec Mame Jaïté qu'on ne voyait pas en début de carrière, pour revenir vraiment sur le profil, c'est sa capacité sur les allers-retours. Il est devant les ailiers sur le repli, tu vois, les ailiers qui replient. Et il est toujours devant. Il a toujours de bonnes positions. Il est toujours sous le cercle, toujours bien placé. Sa connexion avec Milos Teodosic, qui est lui aussi élu dans le 5 de la compétition d'Eurocup, son coéquipier, le divin serbe. Tu le connais, Manolo, avec ses longs cheveux. Un génie. C'est le génie serbe. Un peu comme Pirlo. Ouais, d'accord. Tu vois, ça situe bien le bonhomme. La connexion sur pick and roll, elle est parfaite. Bonne frappe. Et il en parlait justement là sur l'interview qu'on a fait sur MCS Basket by First Team, l'interview que Tom a faite de lui. Il est vraiment tombé dans l'endroit parfait. Il s'épanouit totalement. Hier, il est encore titulaire. Il nous fait un super match. Il démonte le deuxième quart-temps. Son équipe a démonté le match. La Virtus Bologne est loin devant au championnat, assuré de finir à la première place avant les playoffs. Et ils sont en finale de l'Euroclub qui se joue mercredi soir sur les antennes d'MCS Basket justement contre Bursaspor. Gagner la Coupe d'Italie aussi en plus, je crois. Non, ils sont fait sortir. Je me suis un peu emballé. Sorti en demi. Mais ça reste la grosse équipe du championnat italien. Champion en titre, vraisemblablement l'Euroleague l'année prochaine du coup pour Jaïté et consorts. C'est une belle histoire. Nouveau step pour lui l'année prochaine de l'Euroleague. Donc la NBA, je pense qu'il y a quelque chose à refermer. C'est pas simple quand on est jeune et qu'on doit faire une croix sur la NBA de pas être drafté. Tu sais, on avait Axel Toupane il y a 2 semaines qui nous disait que tout le monde rêve d'être drafté. Et lui, il faisait partie des mecs aussi, Axel, qui n'ont pas été draftés. C'est dur à digérer. Et particulièrement pour lui qui était très vite attendu. Et honnêtement, aujourd'hui, quand tu es MVP et que tu joues à la Virtus Bologne où il y a Teodosic, Marco Bilinelli, tu es coaché par Scariolo, c'est pas rien. Alors il y a eu un peu de réussite dans tout ça, c'est que lui était venu pour être pivot backup. Il y a Ekpe Udoh qui était passé par le Jazz, notamment par la NBA, qui a été MVP du Final Four avec le Fener, notamment à une époque, qui s'est blessé en glissant sur un autocollant sur le parquet. J'ai rien fait, mais j'y ai pensé fort. Et Mame Jaïté, moi ce que j'aime beaucoup, c'est l'évolution de ce joueur-là. C'est l'évolution, c'est-à-dire qu'avant, il travaillait son tir à 4-5 mètres, il voulait être un poste 4 un peu moderne. Mais en fait, il s'est dit non. On a dû lui dire aussi, en étant poste 5, que tu vas réussir. Il a des mains en or. Il s'est élargi, il s'est étoffé. On voit la photo derrière toi, il a des bras, il est dur au mal. Et il fait exactement ce qu'il faut pour son équipe. Et puis tu le disais, Polo, il fait des allers-retours. À la base, c'est un poste 4 fin. Donc il a encore gardé cette espèce d'aérobie pour faire des allers-retours. Et aujourd'hui, c'est le mot juste, je suis désolé. Fantastique. Et aujourd'hui, ça donne un pivot un petit peu moderne, un petit pivot, dur au mal, des bonnes mains, bon défenseur, bon rebondeur. Voilà, bravo chef. On sait qu'en équipe de France, c'est un petit peu bouché sur ce poste-là avec Rudy Gobert, j'allais dire Geoffrey Lauvergne, mais qui joue plus. Joël Embiid, certainement qui va arriver. Vincent Poirier et Mousfal. Mais voilà, Mame Jaïté fait une très jolie carrière et ce trophée individuel, c'est pas rien, quoi. Mais où est-ce que moi, il y a un truc qui m'intéresse dans cette histoire, c'est où est-ce que tu places justement sa progression. C'est est-ce que en allant à l'étranger, tu changes d'environnement, le côté pression de ce que tu expliquais, des attentes autour de ce garçon, de ce physique, de ce mec qui sort de nulle part et qui très vite performe. Donc tu es dans un nouvel environnement et tu t'épanouis, ou est-ce que c'est aussi peut-être la culture tactique, technique qu'il allait chercher dans ces différents pays, la Russie, la Turquie, l'Italie? On a arrêté de lui casser les couilles et de lui servir les salades. Je pense que lui, tu vois, il est passé avec Vincent Collet, ça s'est mal passé avec Vincent Collet. Quand ça se passe mal avec Vincent Collet, on a le droit de dire aussi, mais comment c'est possible? Je pense que lui, il n'a pas tout fait bien, ça serait intéressant un jour de le mettre autour de la table et d'en parler.
Maintenant, c'est un mec père de famille. Il y a ça aussi, il y a son côté à côté. Je pense que c'est un mec, à un moment donné, quand tu pars loin, tu t'isoles. T'as plus les discours, c'est une autre langue et tout, donc tu te concentres sur l'essentiel. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé à Mam. Exactement. Ouais, absolument, absolument. Et on est ravis pour lui parce qu'en fait, il est encore assez jeune, il a 27 ans. Donc du coup, tu vois la progression et tu vois que ce mec-là va jouer en Euroleague. Ce sera sûrement avec Bologne l'année prochaine, mais ce sera au pire autre part. Quand tu es MVP de l'Eurocup, en général, tu as une bonne place la saison suivante avec un beau salaire qui suit. Hein, c'est le meilleur moyen de négocier une reconduction salariale, une augmentation, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. J'ai une question toute bête, mais Vincent Poirier, il avait retenté, il est de la même draft que Mam Jaïté, j'ai vu. Il avait retenté l'expérience NBA à 26 ans. Là, Mam Jaïté, il a 27 ans pour vous, donc c'est mort. Ça ne sert à rien de retenter la NBA. Non, c'est peu probable. Je suis assez d'accord avec ça. Il y a une histoire de profil et d'âge. C'est très dur sur les postes intérieurs. Ils ont tellement de monstres là-bas. Oberto l'a fait, tu vois, d'arriver vieux et tout. Mais le truc, c'est que Vincent Poirier, il était en Euroleague, il t'a fait en Euroleague, les meilleurs rebondeurs de l'Euroleague, dans le 5 majeur de l'Euroleague. Là, on parle de l'Eurocup, donc c'est le deuxième niveau. Je dis pas qu'il est pas capable, il nous surprend tellement qu'on verra l'année prochaine. Mais Vincent Poirier était considéré par certains. Il était déjà sur le niveau d'au-dessus, quoi. Il était sur le niveau d'au-dessus, absolument. Donc voilà. Écoute, il faut savoir s'épanouir dans les situations données. Il est en Europe, de vivre à Bologne. Je pense que c'est pas la pire chose qui lui est arrivée. Il a l'air de s'éclater là-bas. Il est avec l'autre Français, Isaac Cordier. Il y a plein de belles choses, plein d'argent à gagner aussi en Europe. Donc, encore heureux, donc on ne soit pas obligé d'être dans des équipes championnes NBA pour faire des belles carrières. C'est clair. Moi, je le vois pas repartir en NBA. Puis Paul le disait, c'est une histoire de profil. C'est pas le plus explosif du monde. Certes, il va vite, mais moi, je peux le comparer au profil, par exemple, avec le petit jeune de Paris Basket. Kamagaté, qui pour le coup lui est beaucoup plus explosif, mais c'est vrai qu'il se ressemble un petit peu. Mais voilà, mais on ne sait pas ce que la suite pour Ismaël Kamagaté. En général, c'est dur quand tu rates le virage NBA d'y revenir. Mais c'est pas très grave. Il y a tellement d'autres choses à faire. Bien sûr. Il va découvrir l'Euroleague la saison prochaine et ça va être génial. Et avec la Virtus, tu as moyen de faire un palmarès incroyable. Oui, puis la Virtus l'année prochaine, ils vont pas aller en Euroleague pour enfiler des perles. Juste deux questions, les gars, deux questions de profanes, mais c'est important de vous les poser, vous les experts. Ça se tente qu'une fois la draft? Oui. Tu payes, tu vas, si t'es pas pris. C'est fini. Faut le faire système américain. Il y a plein de non draftés qui performent après. Il faut le faire entre 18 et 22 ans. Mais qu'une fois par contre, 23 et 23, et t'as qu'une fois par contre. Et c'est pour ça que les mecs qui vont tu peux ne pas être drafté et être pris quand même en NBA, c'est pas grave. Hein. Il y a plein de joueurs non draftés qui ont quand même eu leur place ensuite en NBA, qui ont même été très bons en NBA. Il y a Smokinoise aussi qui nous demande c'est quoi à peu près l'écart de budget entre une équipe d'Euroleague et une équipe de NBA. Le budget abyssal. Si tu prends la de NBA, ouais. Parce qu'on en centaines de millions ou en... Je sais même pas ce que c'est un budget. Tu sais un budget qu'on connaît les masses salariales. Oui, c'est vrai, ouais. On connaît les masses. Alors je te donne juste sur le budget des plus gros clubs, c'est 40 millions en Euroleague. Donc c'est vraiment le top du top. Voilà. En revanche, la masse salariale, juste des joueurs en NBA, le salary cap est à 120 millions. Donc et je te parle que des joueurs. Oui. Rien d'autre en compte. 40 millions, c'est peut-être même pas le salaire de ton meilleur joueur. Ouais, exactement. Les meilleurs joueurs sont payés plus que le plus gros budget. Donc t'imagines, c'est dingue. First Team d'ailleurs aussi. Mais... on dira pas qui. Bien camouflé par les amis. On voit pas la différence. Il est pas bon sur des Clippers. Il y a des biais qui débordent, c'est juste ça qui est pour ça. Voilà les gars, merci beaucoup en tout cas pour Super Focus et ces belles histoires. On s'en régale. On le répète. Oui, t'as raison. Et attends, surtout si vous voulez suivre Mam Jaïté, il va falloir s'abonner les amis à MCS Basket. Voilà. 20h30 face à Bursaspor qui est une équipe surprise et voir notre Mam Jaïté et Isaac Cordigné soulever un trophée qui appartient pour le moment encore à l'AS Monaco qui l'a gagné l'année dernière. Donc voilà, allez sur MCS Basket, c'est 5 € l'abonnement et on peut voir tous nos Français en Europe. Avec la fine fleur du journalisme basket en France, et ça il faut le signaler bien évidemment, la fine fleur. Voilà les amis, en tout cas pour ce mot basket, on le referme tout de suite, on va donner la parole à monsieur Tom Ciaravino qui a une révélation à nous faire. C'est son idole depuis toujours, son modèle, son inspiration. Non, Tom ne va pas nous parler de Franck Dubosc aujourd'hui, mais bien de Karim Benzema. C'est le mot de Tom. Ouais, salut Manu, salut les gars. Ouais, aujourd'hui j'avais envie de parler de Karim Benzema en fait. Soit je parlais de lui, soit je parlais de l'Olympique Lyonnais, mais vu que j'étais plutôt de bonne humeur, je me suis dit plutôt Karim. On a perdu le compte Metz quand même, qui n'avait pas gagné depuis 4 mois. On a surtout pris un but de Vincent Pajot.
Vincent Pajot, hein. La semaine dernière, il m'a servi des côtelettes au Carrefour Contact. Non, vous voyez, l'OL me rend mauvais, c'est pas bien, supporter messin, veuillez m'excuser. J'ai oublié, ils n'ont pas internet. Bref. Non, mais ça, faut que t'arrêtes. Mais ça, c'est les Lyonnais. Mais ça, faut que t'arrêtes. Oui, mais c'est Lyon qui me rend comme ça. Désolé, Erwan. Bref, parlons d'un homme qui me rend heureux, lui. Et ce, depuis tout jeune. Parlons de Karim Benzema. Moi, Karim, je l'appelle Karim hein, parce que je vous cache pas que je suis un peu proche. Je vois que vous me croyez pas, donc je vais vous remontrer une photo que vous avez vue plusieurs fois. Voilà. Donc ça, c'est moi avec Karim Benzema. On est en 2014, si je me souviens bien. J'avais donc le mur du sang. J'avais donc 17 ans et je pensais que les bonnets me donnaient un flow à la Justin Timberlake. Bon, clairement, vu ma tronche, on est plus sur du Justin Bridou. Hein. Tu mets un tablier, on se retrouve entre deux rayons pour une dégustation. Ah, la gueule, c'est dur. Hein. Tu rajoutes un logo TF1 ou à droite, une petite musique et t'es une interview de 7 à 8. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Tom Schiavino. Il a 17 ans et il est mal dans sa peau. Son idole, c'est Karim Benzema. Mais au collège, ses potes préfèrent l'appeler Karim Eczema. Pour ses plaques rouges sur le corps, stop, évidemment, c'est une blague. Hein. Tout ça est fictif. La dernière fois que ça a commencé comme ça, c'était un reportage sur Nordal Leland et gros. Hein. C'est vrai. Bizarrement, on se ressemble. Faites entrer l'accusé. Ouais, Karim Benzema, c'est un joueur que je suis depuis tout jeune, donc depuis qu'il est sorti du centre de formation de l'OL. Je me souviens, j'avais un poster de lui dans ma chambre, à côté de celui de Laurie. Un poster de Benzema qui représentait mon modèle, le chemin à suivre, puis un poster de Laurie qui représentait ma misère sentimentale et mon goût douteux, très jeune pour la musique. Bref, Karim, depuis tout petit, ça a toujours été pour moi le meilleur, et depuis quelques mois, ça l'est aussi pour tout le monde. Exactement, parce que statistiquement, mon cher Tom, Karim Benzema fait sa meilleure saison en carrière. Ouais, en fait, il a jamais été aussi fort, c'est clair et net. Et le fait que Cristiano Ronaldo soit parti, ça avait presque camouflé à quel point c'était un joueur aussi impressionnant. Alors oui, qui est Cristiano Ronaldo, vu qu'il y a des filles qui nous regardent. Alors Cristiano Ronaldo, c'est le mec qu'on va passer dans la série Moi Georgina sur Netflix. Ah, c'est donc ça d'être Donald Trump, c'est génial. Mais c'est vrai que Benzema a un profil à part dans le football moderne. C'est le genre de gars qui sait tout faire. Il va terminer meilleur buteur du championnat espagnol, le Pichichi, comme on dit en Espagne, à ne pas confondre avec le Pachichi. Ça, c'est l'animateur de colo insupportable et faussement cool. Alors salut, moi c'est Steven. Bon, vous pouvez m'appeler Pachichi parce que je suis chill. Avec moi, les problèmes, ça reste dans la valise, ok? Non. Karim Benzema, lui, sera bien El Pichichi en fin de saison. Il est aussi à 15 buts en Ligue des Champions, mais c'est surtout un facilitateur dans le jeu, un mec qui sent le foot comme personne. Quand tu compares avec Toko Ekambi, il faut se mouiller la nuque. Lui, il sent rien du tout, il doit traîner une espèce de Covid long. Mais ouais, Karim fait sa meilleure saison statistique et il est dans son prime, clairement. Et on a l'impression même que c'est plus cette impression, on va dire, elle dépasse carrément même les stats. Ouais, t'as raison, il a un leadership fantastique et franchement, je l'avais pas soupçonné à ce point. Capitaine du Real Madrid à 34 ans, tout le monde l'écoute, il a la stature des plus grands joueurs. Il a quand même ce truc en lui qui fait que les joueurs autour de lui se transcendent. En Ligue des Champions, d'ailleurs, c'est marquant. Normalement, quand tu es moins bon que ton adversaire, tu perds. Ou alors tu joues le PSG dans un match en jeu. Mais le Real, non. Sur les 3 derniers tours, ils sont à chaque fois moins bons sur le papier, mais ils passent avec des retournements de situation, du mental, un truc un peu mystique, l'effet Benzema. C'est vrai qu'on dirait un peu que rien ne peut l'atteindre. C'est sa saison, que tout ce qu'il touche se transforme en or. Du ballon qu'il caresse avec le pied à celui qu'il tiendra bientôt dans les mains. Plus que la gloire individuelle, Karim Benzema préférera toujours la victoire collective. Et lui, plus que personne, connaît le chemin. Ce chemin que j'ai suivi depuis que je suis un gamin et que je voyais ce petit jeune à la télévision. 15 ans plus tard, après chaque but, je suis content de dire ça vient de Lyon. Bravo Tom, en effet. Et bel hommage à ton idole de toujours, bien sûr, Karim Benzema. Et juste pour le plaisir, une dernière fois, on peut la revoir la photo? Pour le plaisir. Mais j'ai vraiment gâché une photo qui aurait pu être bien, quoi. C'était comment avec les femmes à cette époque-là? Avec les femmes? J'avais quel âge? T'as 14 ans, t'as dit? Non, j'avais 17 ans. J'avais accompagné Sidney Govou pour une interview. T'as pas vraiment 17 ans, là? Ah si, j'ai 17 ans. C'est horrible pour un mec de 17 ans. Il est loin, le mec qui fait la bise à Adrien pour entrer. Tom, dis-nous, qu'est-ce que tu dirais à ce mec-là de 17 ans Si tu dis crois en tes rêves, je te mets un coup de boule. J'allais dire crois en tes rêves, c'est dommage. Continue de regarder First Team, c'est génial, ça va exploser. N'hésite pas à aller saouler pour aller faire un stage chez eux, surtout. Sympa, vraiment. On me peint un portrait honteux. Mais c'est vrai que je suis pas tout à fait juste. C'est pas. Karim Benzema, qui a été le héros du match justement contre Manchester City, c'était la Ligue des Champions, la qualification du Real Madrid pour la finale, l'élimination de Manchester City, on va en parler. Peut-être que Pep Guardiola a trouvé l'arme imparable pour cette fois-ci, la prochaine fois en tout cas, passer le cut. On en parle tout de suite dans le débat.
Manchester City, je vous le disais, donc a une nouvelle fois échoué dans sa quête à la Ligue des Champions, éliminé certes sur un scénario et un match complètement surréaliste, mais une nouvelle fois, l'efficacité des Citizens a posé question. Alors on a appris ces dernières heures que Erling Haaland devrait s'engager avec Manchester City dans les prochaines heures, dans les prochains jours en tout cas. Et c'est vrai qu'il y a un constat qui saute aux yeux depuis le départ de Agüero. Eh bien Manchester City n'a pas retrouvé, on va dire, son goléador. Alors on sait que Pep Guardiola a essayé des choses. On se rappelle notamment l'an dernier avec ce fameux faux neuf. Je dis l'an dernier parce qu'ils se font éliminer avec un faux neuf. Là, cette fois-ci, il avait fait le choix, bien sûr, de Gabriel Jesus. Ça n'a pas eu plus d'effet pour les Citizens. Avant d'évoquer Haaland, revenons rapidement, les gars, sur la demi-finale. On va essayer de faire les spin doctors, les docteurs même, tout simplement. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui a manqué à City. Est-ce que, franchement, le match, c'est juste... Comme l'a très bien dit Tom dans sa chronique, c'est-à-dire un esprit du Real Madrid qui a fait que cette équipe est portée par quelque chose. On a du mal à le décrire. Peut-être un mental, peut-être une force en tout cas qui dépasse toute tactique, technique et tout ce qu'on peut expliquer à longueur de temps à chaque fois qu'on parle de football. Ou est-ce que justement l'efficacité a encore posé énormément de problèmes et la clé du problème pour vous du côté de City? Bah écoute, c'est une belle et longue question que tu viens de me poser. Oui, c'est vrai, je vais essayer de commencer par le début. J'arrive pas encore à savoir avec le temps si c'est une vraie défaite de City, oui forcément, ou une grande victoire du Real, mais comme lors des temps précédents contre le PSG, contre Chelsea. Il y a juste un paradoxe complètement fou dans tous les tours qu'on a pu voir, bon, surtout Paris et contre City, c'est que tu as une équipe moyennasse, mais capable, par des moments d'exception, collectivement, de battre n'importe qui, d'être solide par des moments, d'être efficace par d'autres, mais vraiment sur des mini-parenthèses dans des matchs. Voilà, à chaque fois sur un momentum. Le truc, c'est qu'on pourrait parler du Real pendant 20 minutes et dire combien on a été estomaqué par ce finish et ainsi de suite, par le paradoxe des deux bancs, les Marcelo qui assiste en coach et Guardiola de l'autre côté qui est tout seul. Je vais quand même parler de City. J'ai eu la sensation qu'une fois de plus, ils n'ont pas réussi à mettre le degré de pourriture, j'ai envie de te dire si c'est le bon mot, de fermeté, de vice, absolument, parce que les équipes qui vont au bout, elles ont toujours ce moment-là. Oui, il y a une clé de bras de Sergio Ramos. Ouais, oui, il y a un moment où sa défense, ça souffre et il y a peut-être des mecs un peu moins techniques mais plus costauds qui rentrent et qui font la différence. City n'a jamais réussi à passer ce cap-là. Ils mettront toujours des buts, ils prendront toujours des buts. Pour aller au bout, à un moment donné, il faut savoir ne pas prendre de buts. Ouais. En fait, je trouve que le bilan il est très dur pour City parce que ce match il le gagne, il le mène jusqu'à la 90e et surtout il y a un sauvetage exceptionnel de Mendy. Donc quelque part, à un moment, ce match il peut être gagné pour City. Donc c'est très dur, mais moi c'est le problème qu'on a vu depuis des mois, c'est l'efficacité. Et il y a un moment. Défensivement, non? Mais en attaque, tu veux dire? Mais moi, en attaque, là, ça me gêne de ne pas pouvoir faire le break quand tu domines autant un match. Et après, Thomas l'a très bien dit, derrière, il n'y a personne qui joue sale. J'ai regardé, je me suis refait les changements, les joueurs qui font entrer, Zinchenko, Gundogan, Grealish, Fernandinho. Il n'y a que Fernandinho qui vient pour mettre du bois. Tous les autres, c'est des... Il y a 108 ans, Fernandinho. Il vient de finir à Fort Boyard pour le prochain. Ça d'ailleurs. Et ils ont moins de jambes. Mais ça manque de caractère, cette équipe. Et c'est un peu à l'image de Pep Guardiola, mais quelque part, il a gagné comme ça avec le Barça. Donc je ne sais pas. Le Barça mettait du bois. Moi, je suis désolé, l'attaque. Ils avaient un Busquets qui... et puis Xavi Iniesta, on peut dire ce qu'il veut, quand il fallait mettre les pieds, il mettait les pieds. Ouais, absolument. Après, tu vois, on est en train de dire, ils n'arrivent pas à finir, Moi, une équipe qui, sur des matchs aller-retour, marque 5 fois, on ne peut pas me dire qu'elle n'est pas efficace. Oui, effectivement, Grealish. Oui, ils ont marqué 5 buts. Moi, mon souci, c'est qu'à un moment donné, ils passent leur vie à prendre des valises. Le premier match trop, n'importe quoi. Sur NBA, apparemment. Le match aller, comment tu peux gagner 4-3 seulement ce match? C'est fou. Parce qu'en face, il y a une âme, ok, un joueur d'exception, ok, d'accord. Sauf que tu es la meilleure équipe d'Europe. Allez, avec Liverpool, c'est les 2 meilleures équipes d'Europe, il n'y a rien à dire. C'est les plus collectives, c'est les équipes qui, dans le projet de jeu, sont les plus abouties. Gars, tu dois jamais prendre autant de buts sur 2 matchs. Tu prends 6 buts. Voilà, elle est là la clé. On peut en parler 1000 ans, mais c'est ça le truc. Ça veut dire que toi, tu crois, Pep Guardiola a dit quelques temps après le match, il a dit, le problème c'est peut-être moi.
en disant sa méthode, sa manière de faire, son idée peut-être autour du jeu. Moi, c'est marrant, j'ai pas l'impression que ça soit le problème Pep Guardiola, c'est-à-dire qu'il soit sans solution. Il y a beaucoup de gens qui ont répété, ça fait 11 ans qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions, et bon, en même temps, la Ligue des Champions, il sort quand même De Bruyne et Mahrez, et après City prend l'eau. C'est très pragmatique ce que je dis, mais là pour le coup, après c'est des choix, il est aussi obligé d'apporter un peu de sang neuf, mais pour moi la sortie de Bruyne dans un premier temps, puis de Mahrez je crois 5-10 minutes plus tard, ça les a tués. Ils ont je sais pas, ils ont reculé d'un coup, ils mettaient plus le pied sur le ballon, et de toute façon après dès le premier but ça s'enchaîne, et en prolongation tu les vois, ils sont dans la capacité de ressortir. Grealish en plus bouffe la feuille, l'entrée de Sterling est absolument pas montrée dans aucune école de football. C'est dribble apparemment. C'est très difficile. Caravelle à côté, on aurait dit que c'était c'est ballot, c'est tout ça. C'est assez fou. Après, les gars dans le chat nous le disaient aussi sur les buts qu'ils ont pris. C'est quand même beaucoup de blessés cette année aussi dans le secteur défensif à City. Ouais. Donc il y a des petites choses par-ci par-là qui peuvent l'expliquer. 65 Moi, j'ai quand même l'impression, et je suis plutôt d'accord avec ce que disait Tom, c'est qu'ils n'ont pas de cul là quand même. Tu vois, ils font le match. J'ai l'impression qu'ils font le match qu'il faut jusqu'à la 90e minute. Comme Paris, tu veux dire ? Après, c'est terrible. Mais comme Paris, mais oui, c'est ça. Ils ont fait. Je trouve qu'ils ont quand même. Je trouve que là, ils montent moins de failles que Paris sur 90 minutes. J'ai quand même du mal à aller sur le. Ils n'ont pas de cul. Paris, ils les jouent 4 mi-temps, ils en dominent 3,5 mi-temps. Ils oublient de jouer 20 minutes. Mais on va pas revenir là-dessus, on a déjà parlé là. J'ai du mal à aller sur du cul. Pour moi, cette équipe-là, c'est des bourgeois. C'est des attitudes de bourgeois, vraiment. C'est une équipe qui joue bien au foot parce qu'ils ont les meilleurs joueurs du monde et qu'ils aiment bien. Ça se fait la passe, ils sont trop forts techniquement. Mais à un moment donné, le sport, et ce qui fait qu'on s'attache aux gens, c'est un peu de résilience, un peu d'âme. Cette équipe-là, dès qu'elle est dans le dur, dès qu'elle doit faire un peu de rond, il n'y a plus personne. Honnêtement, et on a vu des équipes se faire bouger, bousculer à la fin. On a vu le Bayern perdre une finale de Ligue des Champions contre United en encaissant 2 buts. Ouais. Ça arrive. Et je peux revenir sur le manque de réussite, le manque de chance. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette équipe-là de City, aller sur le manque de chance. Tant ils s'amusent. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils s'amusent, ils se régalent. C'est le foot qui... Mais je trouve qu'ils s'amusent trop à un moment donné. Moi, j'ai Mahrez au match aller il massacre complètement le Real. Il a un ballon 3-0, il doit la mettre. Il frappe parce que ça va. Il frappe. Ah, vas-y, t'as raison, frappe. Ils ont ce ratio qui est complètement fou. C'est-à-dire que t'as raison, ils mettent 6 buts, mais ils doivent en mettre 13. Personne ne met 13 buts dans un match de foot. À part ce week-end en Régional 2. Je pense qu'en tout cas, ils devraient se ramener, se rapporter ça, puisque tu veux moderniser le foot. Ben, déjà, ça commence par une efficacité énorme. Et derrière, je ne sais pas comment cette équipe fait, mais c'est historique chez eux maintenant depuis quelques années. Comment tu peux encaisser autant de buts en concédant aussi peu d'occasions ? Moi, le match aller, ils prennent 3 buts. Ouais. Le Real, ils ont une demi-occasion. Et tu prends 3 pions. C'est psychologique. Genre, je vais juste finir avec la résilience. Quand ils reviennent au score et qu'il reste 3 minutes à tenir, il n'y a pas un mec. C'est fini. Il n'y a pas un mec pour faire faute, il n'y a pas un mec pour parler. Ils vont en prolongation, ils ont de la chance d'aller en prolongation, ils peuvent se faire sortir avant. Ouais, moi, je vois la prolongation, je vois les deux groupes, je vois City, le Real, je vois le Real avec Benzema qui parle au mec, nana. Je vois Marcelo, nana. Moi, je vois un mec à City, encore, le Ave César, Guardiola, il n'y a que lui qui parle, ils sont tous là. Et il n'y a que lui qui parle. C'est-à-dire que trop de théorie, tu la pratiques, ça sera à peu près ça le. On est dans les faits, on est dans les pensées, on est dans les grandes sphères. Il te manque à un moment donné l'essentiel dans le sport. C'est oui, on est City, oui, on met des millions, mais des fois mettre la tête quand personne veut mettre la main, ça peut te faire gagner. Mais tu sais, moi j'ai l'impression que ce match, moi je l'ai pris même comme une énorme leçon. En fait, ce Real sur cette Ligue des Champions, c'est une énorme leçon parce que tu sais, après un match, on est toujours là à dire ouais, mais il y avait de la distance entre les lignes, ouais, mais tu sais. Les deux excentrés n'ont pas fait l'effort pour venir compenser. En fait, on se masturbe, désolé les gars, on se masturbe beaucoup sur la technique, sur la tactique, sur les idées, sur l'opposition de style, machin. Et en vrai, t'en arrives à un truc où en effet, il y a l'expérience que tu disais, le métier, la résilience, la culture du club. La culture du club, et que c'est parfois des choses. Après, il n'y a qu'un seul club sur la terre qui peut faire ça aussi. Donc, c'est vrai, t'as raison. Moi, je te trouve dur parce que. Tu vois, là, en ce moment, il y a les supporters, et on peut le comprendre, en ont certainement marre de se faire sortir à chaque fois en demi. C'est la 6e fois dans sa carrière qui se fait sortir en demi. Guardiola avec des champions, la stat est complètement ouf. C'est jamais arrivé pour personne d'autre. Moi, je crois quand même qu'avec ce que vivent certains grands clubs, des éliminations dramatiques, des fonds de jeu totalement inexistants, une saison, c'est long.
Et lorsque tu as quelqu'un qui a envie de mettre des choses en place et qui arrive à mettre des choses en place et qui a des résultats, ils vont encore gagner la Première Ligue. Je crois que tu dois aussi accepter, malheureusement, de ne pas être en position de gagner. Comme eux, ils le sont chaque année en position de gagner, ils ne gagnent pas. C'est pour autant que tu vas faire une croix sur ton entraîneur qui t'a donné qui te fait kiffer comme personne t'a jamais fait kiffer dans l'histoire du club. Clairement, ouais. Voilà, donc je crois quand même que tu as raison, la théorie, et je crois que c'est à Guardiola de faire un pas en avant vers peut-être qu'on change quelque chose à un moment donné, il faut peut-être qu'en début de saison, on change, et j'ai du mal à croire qu'il le fasse pas, mais. Il leur coûte une finale de Ligue des Champions. Je sais, mais bon. Franchement, là encore, on va peut-être ouvrir le débat parce qu'ils viennent de signer un attaquant plutôt correct. Il pourrait faire la différence, lui. Mais du coup, tu vois, moi j'ai quand même l'impression que tout Guardiola qu'il est, moi je suis supporter des City, au bout d'un moment j'ai envie de dire, oh gros, vas-y, si tu veux pas à un moment donné changer deux, trois trucs. Et je lis un commentaire, c'est ok, il y a plein de stars, mais je sais que tu as envie d'être toi la star première, mais l'année dernière en finale avec des champions, il se trompe complètement tactiquement parce que je le pense encore, qu'il pense que comme ça si on gagne, on va dire que c'est tactique et que c'est. Faut qu'il arrête, quoi. À un moment donné, le match d'une certaine manière. Paris s'est oublié 20 minutes. Paris s'est oublié 20 minutes contre le Real. City s'est oublié 5 minutes. Ouais, c'est fou. 2 minutes. Mais du coup, on doit flinguer l'entraîneur. Non, mais René Girard a un coup de fil. Mais tu vois, au PSG, on est toujours là parce qu'on peut comparer ces deux clubs, notamment dans la manière dont elle s'est créée, cette grande équipe. Là, ce cas Manchester City, ce qu'on appelle le PSG, c'est ce coach qui a une histoire, qui a une âme et surtout qui a un fond de jeu. Tu vois, on parle de l'âme d'un club. L'âme d'un club, elle peut aussi se construire comme ça, tu vois, par une école naissante d'un fond de jeu. Barça des années 90. C'est exactement ça. Peut-être que Pep Guardiola est en train d'instaurer une espèce d'idéologie, de culture qui va peut-être proliférer après lui à City. Et en ça, je pense que même au-delà des résultats, et même au-delà des différentes tactiques mises en place, oui, il y a des échecs. Et là, c'est là que je te rejoins, Tom. Il y a des échecs, il y en aura. Il faut apprendre à perdre avant de gagner, et encore plus en Ligue des Champions. C'est pas nous qui allons dire le contraire. Ils apprennent. Et là, je pense que là, tant que t'as pas gagné. Tu peux commencer à rentrer dans les années où il faut gagner. On a l'impression que Guardiola, il apprend encore. On a l'impression que City avec le club apprend. D'accord, mais le club, il est fait aussi par les gens qui l'incarnent. Et les gens qui l'incarnent. Le club apprend, mais ça a une preuve, sinon ils auraient gagné. Moi, j'ai quand même du mal à taper sur l'un des seuls entraîneurs au monde. Ils sont pas beaucoup. Attends, je te dis pas que tu le vois, moi. Bien sûr. Je sais, mais tu as raison. Je pense que lui doit modifier un tout petit peu sa théorie du foot et être accepté parfois d'aller à contre-courant et à contre son ADN, c'est-à-dire sur des moments forts. Voilà. Mais sauf que, est-ce qu'il est capable de le faire? C'est une autre question. Est-ce que quelque part l'annonce de la prochaine arrivée de Haaland, c'est pas déjà une sorte de remise en question pour Pep Guardiola? Moi, ça rejoint un gros problème que j'ai avec City, et ça ressemble un peu au PSG, mais j'ai pas envie d'en parler. Mais je trouve que leur point fort, c'est leur point faible. Leur point fort, c'est d'avoir 40 joueurs, et toute la saison, on l'a dit, ils peuvent jouer sur 40 tableaux. Il y aura toujours une équipe incroyable. Le problème pour moi d'avoir le choix comme ça, c'est que tu n'installes aucun joueur. Le trio devant, il change tous les 3 matchs. Je ne sais pas combien de 11 ils ont fait. Au milieu de terrain, c'est pareil. Et le problème, c'est qu'une équipe, dans les moments chauds, elle a besoin de se connaître. Elle a besoin dans les regards, tu sais très bien qui tu vas aller chercher sur le terrain. Il n'y a pas ça à City. Et le fait qu'en plus, il soit ultra dominant en Première Ligue, ça fait qu'ils ne se retrouvent jamais dans cette situation-là. Donc moi, ce qu'on a installé à City, et tu ne peux pas leur en vouloir, d'être une équipe au-dessus du lot à ce point-là, mais je trouve que dès qu'ils sont en souffrance, ils sont là, ils savent pas quoi faire. C'est ça, en fait. Je sais pas. Il y a des gens qui nous disent renier, mais on veut pas que Guardiola devienne Pablo Correa. Faut arrêter. On se régale de voir. Moi, City, on le salue, on l'embrasse, Pablo Correa. Mais moi, je me régale. Je les regarde en Première Ligue sur Canal. Je me régale. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Évidemment qu'on veut pas que Guardiola se renie, mais il y a des moments clés dans une saison ou des moments clés dans des matchs importants où justement tu dois peut-être te dire là faut qu'on fasse dos rond, et quand on fait dos rond, qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression que quand cette équipe-là doit faire dos rond, il n'y a pas de plan B, c'est tout. Voilà, alors évidemment ils n'y arrivent pas en tout cas. Voilà, ils n'y arrivent pas en tout cas, et peut-être qu'aussi être un peu moins facile. J'ai l'impression que qu'ils soient menés, parce qu'en prolongation, moi et c'est là que je parle de résilience. Ok, ils prennent 2 buts, ils sont à 2 doigts d'en prendre un 3e. Bon, hop, il y a prolongation. En prolongation, qui remobilise tout le monde? Personne. Moi, je vois Guardiola parler à tous ses joueurs. Il n'y a pas un mec qui parle. Fernandinho essaye, mais j'ai l'impression qu'il on l'a vu dans des grands matchs être capable. Oui, mais là, en tout cas, aujourd'hui, sur la demi, je ne l'ai pas vu. Il y a en prolongation. Ben, ça dure une demi-heure. La prolongation, c'est long, une demi-heure. Ils n'ont pas existé. Ils n'ont pas une action. Non.
Ils sont cramoisis. Après, ils sont peut-être cramoisis aussi. Il faut dire aussi que la saison est très longue et très exigeante et intense du côté de l'Angleterre. Il y a un dernier truc, excuse-moi, Manu, après on va ouvrir sur Londres, mais ce qu'on oublie aussi peut-être avec ce City-là, et ça vaut aussi pour Liverpool, c'est que eux, c'est des combats tous les week-ends aussi. Et la Première Ligue est la compétition peut-être la plus compliquée au monde, peut-être même plus que remporter la Ligue des Champions. C'est des questions qui seraient intéressantes de poser justement à des joueurs qui ont remporté les deux. Mais City va gagner quand même son 4e titre en 5 ans en Première Ligue. Oui. Et il y a Liverpool à côté, il y a Chelsea et c'est ça aussi. Donc c'est pas une excuse parce que d'autres l'ont fait. Mais je veux dire, ça, tu vois, ça rajoute aussi un peu à la difficulté que c'est d'entraîner une équipe en Angleterre supposée tout gagner. Donc là, oui, ils vont faire encore mainmise une fois de plus sur la Première Ligue. Après, là, maintenant, le next step, c'est la Ligue des Champions. Mais voilà, ne soyons pas trop durs quand même avec Guardiola, qui, comme j'ai dit, va gagner un 4e titre en 5 ans. La Ligue des Champions n'est pas une fin en soi. Je pense qu'aussi, on a le droit aussi, et le PSG en premier. Non, mais c'est vrai, à un moment donné... Vous êtes sympas, les mecs. Non, après, les 10 ans qui viennent de s'écouler prouvent que c'est pas une fin en soi, un projet de jeu, un projet de formation, un truc. Ouais, mais c'est un projet de jeu. Là, je me rends compte avec 10 ans que, tu vois, les stars du PSG et tout, j'aurais préféré d'avoir un mec comme Guardiola qui installe une vraie culture au club. Putain, attends, quitte à ne pas gagner. Attendez, je suis pas en train de te dire qu'il faut kidnapper ses enfants tant qu'il n'a pas quitté l'Angleterre, Guardiola. Mais personne n'a dit ça, je suis pas d'accord. Je suis désolé, on a le droit de tomber sur un mec qui déboule en conférence de presse, qui joue un football qui nous régale, mais qui veut t'apprendre un peu le foot, et qui, moi, peut me l'apprendre. Il n'y a aucun problème, j'adore l'écouter. On a le droit de dire, gros, ça fait quand même plusieurs années consécutives que tu passes au travers, alors que la coupe, elle te tend les bras. Et t'es pas un des favoris, t'es le grand favori de cette compétition. On a le droit de le dire aussi. Non, mais t'as le droit de le dire, bien sûr. Moi, je me place juste en tant que fan et de ce que je vis depuis 10 ans. Je suis persuadé que le supporter de City dort mieux que le supporter du PSG. Ah oui, voilà. C'est pas le débat. Bah si, ça l'est aussi. C'est comment tu amènes les choses. Évidemment que t'as le droit de le dire, et on le dit là. Quand il se prend les 2 buts de Rodrigo, je fais putain, Guardiola, encore t'es sérieux. Tu fais une prolongation dramatique, tu prends un but sur péno. Oui, bah on le dit, mais sauf que t'as le droit aussi de prendre un peu de recul et de dire. Ok, d'accord, on va virer, parce qu'il y a des mecs quand même qui se sont posés la question, des supporters. On va virer Guardiola. Le droit de le vire pas. Bah non. Fais encore 10 ans avec lui si tu peux. Sans problème. Le plus possible. Revenons surtout que Haaland arrive. Voilà, revenons à Haaland, justement. Est-ce que pour vous, ça peut être la solution, l'une des clés en tout cas pour Guardiola, pour faire progresser ce Manchester City? L'autre question aussi que j'avais envie de vous poser, et je l'ai lu dans le chat, j'y ai pensé tout à l'heure et je l'ai lu dans le chat ensuite. Moi, c'est vrai que ce Haaland me rappelle un petit peu Zlatan, dans la personnalité, dans le profil, même s'ils sont assez différents. On se rappelle que ça avait très très mal collé entre Zlatan Ibrahimovic et Pep Guardiola du côté de Barcelone. Le système de jeu était aussi un petit peu différent. J'ai été chez lui aussi. Exactement. Est-ce que pour vous, ça peut vraiment fonctionner? Est-ce que c'est un mariage, on va dire, entre guillemets, de raison entre Manchester City et Haaland? J'ose espérer que les parties ont échangé, que le projet sportif qui a été proposé à Haaland, évidemment que Pep Guardiola est au cœur du projet sportif proposé à Haaland. Ce qui s'est arrivé, c'est 2 énormes égos. Ibrahimovic était un peu plus avancé dans sa carrière que ce qu'est Haaland. Il a un bien plus gros égos. Aussi. Dans un vestiaire catalan. Après, j'attends. Oui, dans un vestiaire catalan, c'est jamais simple. Après, j'attends de voir notre ami. J'attends de voir notre ami, un petit peu, qui est une méga superstar à Dortmund. Voilà, non, moi je suis pas inquiet trop là-dessus. Par contre, je suis très curieux de voir jouer avec cette équipe-là, parce que là, c'est exactement le chaînon manquant de cette équipe-là. Un tueur devant la cage qui est malgré tout véloce, technique. Bon. Et ça veut dire que cette équipe va devoir se mettre au service aussi également de ce joueur-là. J'espère. Le truc, c'est que, oui, peut-être que sur le papier, il y a peut-être des choses qui prendront du temps à mettre en place. Il a 21 ans. Il va jouer pour Guardiola dans une équipe qui a tout le temps la balle. Mais lui, il va tellement progresser. Et vous vous rendez compte comment quand je parlais avec Kylian il y a 2-3 ans, qui faisait des dingueries, il n'arrive pas à jouer dans les petits espaces et tout. Maintenant, le gars, techniquement, il fait des trucs de ouf. Mais il a 21 ans, mais il va progresser de ouf dans le jeu en petit périmètre, dans les jeux en triangle, dans plein de choses. Lui-même, alors oui, il faut que l'équipe
À partir du moment où tu as un mec comme ça, joue pour lui, il va falloir centrer. Mettez des centres pour ce mec-là, évidemment. Mais il y a les joueurs. Mais il y a les joueurs, ça va au-delà du système. Là, tu as un genre générationnel auquel tu ne peux pas dire non. C'est quelqu'un sur lequel tu dois construire. Et là où on en a déjà beaucoup parlé, la question, c'est de savoir de l'ego d'un Pep Guardiola par rapport à l'ego de ce mec-là. Parce que là, tu as un mec sur qui tu dois construire toute ton équipe. Toute l'animation offensive va devoir être tournée autour de lui. De la première année. Je pense qu'il faut. Pour moi, c'est un mec que je mets à la hauteur d'un Mbappé dans le talent et surtout dans ce qu'il peut apporter au club à court, moyen et long terme. Il ne sera pas entouré de la même façon. Non, mais il faut l'intégrer. Je pense qu'il faut l'intégrer, lui faire une vraie tout seul dans son style. Le truc, c'est que Guardiola doit revoir son système parce qu'il joue avec un faux neuf et il avait un vrai neuf, Gabriel Jesus, il le mettait ailier droit. Donc il y a un moment, il va falloir qu'il réapprenne à jouer avec un neuf. Il l'a fait au Bayern. Donc c'est pour ça que je suis pas trop inquiet. Et pour moi, c'est pas un profil à la Lewandowski. On l'a vu sur les actions de Dortmund, il vient décrocher très haut et du coup, il peut être à la base de la construction. Polo l'a dit, c'est un talent incroyable. Donc je suis même pas inquiet. Moi, ce qui m'inquiète, c'est sa cheville. Personne communique dessus. Il s'est blessé énormément cette saison. Ça peut aussi être problématique s'il se blesse 6 mois sur 9. Quoi. Donc, je dis 9 pour la saison. Il a 21 ans. Je sais qu'il y a 12 mois dans un an. Il peut se blesser. Mais il peut se blesser, mais City n'a pas le temps non plus. Donc voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Après, vous l'avez dit, Guardiola, c'est quand même. Tu sais, on dit souvent que les bons entraîneurs, c'est les entraîneurs qui font progresser les joueurs. S'il y en a un qui excelle dans ce registre-là, je pense que c'est Pep Guardiola. On parlait de Sterling tout à l'heure. Moi, je pensais pas que ce gars-là serait. Bon, là, il est revenu le Sterling d'avant, par contre. Il est dans un piètre niveau, voilà, mais je pensais pas qu'un jour il pourrait atteindre les sommets, en tout cas. Est-ce que toi, tu y crois, toi, à Land, à City, ou alors, inversement, est-ce que pour toi, c'était le meilleur endroit où aller? Pour toutes les raisons que tu as données, moi je suis assez d'accord avec toi. Pep Guardiola, c'est un mec qui a révolutionné. Quand tu vois comment aujourd'hui l'Angleterre, qui n'est pas quand même une culture tactique historiquement très développée, quand tu vois comment il a imprégné ce pays de ses idées, je trouve ça forcément intéressant. Après, là où je rejoindrai Erwan, c'est que pour moi, City est un club sans âme. C'est-à-dire que pour moi, quand tu es à Land, alors soit, mais ça c'est des choix, soit tu es là pour marquer l'histoire d'un club et donc tu rentres dans un nouveau projet où il y a un challenge énorme et tout, etc. Je pense que c'est quelque chose qui a pu, par exemple, tu vois, convaincre Kylian Mbappé quand il arrive au Paris Saint-Germain. Mais je sais pas, j'aurais aimé le voir dans un très très grand club. Avec une énorme histoire. Voilà. Mais je crois que les est-ce qu'on est pas aussi après les grands clubs, c'est toujours pareil, c'est où tu vas au Bayern, où tu vas au Real, où tu vas à Barcelone. C'est vrai. Ou à Manchester United à l'époque. Mais maintenant, moi, je suis content de voir que bon, alors City, ça reste un, tu vois. Maintenant, c'est la pièce, comme tu as dit, c'est la pièce qui manque à City depuis des années. On va le voir avec Guardiola qui on va le voir en première ligue aussi. On va le voir en première ligue. En première ligue. T'as raison. Son père a joué à City. C'est pour ça d'ailleurs que ça a dû peser dans la lance. Par contre, c'est encore un gaucher. Ah, mais c'est oui, c'est son père. La jambe là. Et qui s'est fait casser le genou par Roy Keane. Il a flingué sa carrière. Il arrête sa carrière. Belle image à regarder pour ceux qui aiment les trucs un peu dégueux. Ce qui est fou à City, c'est que ça fait encore un gaucher. C'est insupportable. Il va avoir Foden, il va avoir Silva, Mahrez et Haaland. Non. Grealish n'est pas gaucher. Grealish, non, Grealish est droitier. Il a des gros mollets et des petits trucs si tu veux. Par contre, ce qui est annoncé, c'est qu'il va avoir un décrassage. Un boulevard. Non, il y a des joueurs qui vont partir quand même. Ah oui. Sterling devrait partir, Gundogan devrait partir, Mahrez devrait partir. Il y a quand même des jeux. Ça va bouger à City en tout cas. Juste on parlait de Grealish. Je ne sais pas si vous avez l'impression, c'est quand même l'un des joueurs qui se fait le plus insulter par les adversaires. Je ne sais pas ce qu'il doit leur dire. Les beaux gosses. Je ne sais pas ce qu'il doit leur dire, Grealish, aux adversaires, mais il se fait. Les Espagnols, ils ont une haine contre Grealish. Ils passent leur vie à l'insulter, à lui tirer les cheveux. Que ce soit l'Atlético, le Real, chaque fois qu'il est là, il est dans les embrouilles. Je le vois un peu parler. Je lis pas sur les lèvres, encore moins en anglais, mais je vois les mecs lui mettre des insultes. Je sais pourquoi, Erwan. Magalouf, il a tout arraché là-bas. Tu connais les Anglais à Magalouf, hein? Donne pas leur part aux chiens, hein? J'ai exercé. Leur part de roast beef, tu vois ce que je veux dire? Bien énervé les Anglais à Magalouf. Ah ouais, gros, incroyable. Ils viennent pas bronzer, hein, T'as déjà vu un Anglais qui veut bronzer, toi? Non, c'est vrai que ça rougit très très vite ce genre d'animal. Les amis, on passe au quiz. Il nous reste 22 minutes, on a de quoi se régaler, c'est parti. Profil, on a du mal. On parlait de Grealish là pendant le jingle, 117 millions nous rappelait Chadaz. Gros, il part que pour 75 en même temps, c'est sa clause, mais 117. C'est beaucoup de tout. Ça fait cher la minute de jeu cette saison. Un profil où tu sais pas trop si. Bon, bref. D'ailleurs, à Land, ça parle de 30 millions d'euros par an. Donc ce sera le plus gros salaire de l'histoire de la Paris, ça serait combien? 50, ouais.
Ah ouais. Ah, c'est des chiffres qui font réfléchir. Tu me donnes 5 minutes? Tu me laisses la soirée? Ouais, si tu veux. Les gars, on commence trop rapidement. 2 petites citations. La première. Tu peux nous l'enlever, s'il te plaît? On peut demander à nos amigos de la régie, s'il vous plaît, vous pouvez l'enlever? Si on Parce que peut moi, retirer désolé, je peux pas. Là, on n'a pas de retour ici, donc je suis obligé de regarder par là. Donc, j'ai le Je chat vais à vous la côté. lire. Je vais vous la lire. C'est un sportif qui nous a dit la semaine dernière: je me suis passé de l'eau sur le visage et je me suis dit, ok Charlie, si tu n'abandonnes pas, pense à jouer. Quoi? Charlie. Je me Son suis pas prénom, fait de est-ce l'eau que sur c'est le son visage, prénom, je dis ok Charlie. C'est une C'est son expression. surnom, Charlie. Charlie Rankel? C'est un mec dont on a parlé aujourd'hui Charlie? dans les news. Ah, c'est Comboiré? C'est pas Comboiré. C'est un Alcaraz. mec qui a été un peu en difficulté. Alcaraz, ouais, exactement. Alcaraz. C'était contre Nadal. Alcaraz, Carlos, c'était un peu Charlie, en ouais, ça se difficulté. fait. Ah ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Ah oui, c'est quand il s'est blessé contre Nadal. Exactement. Hum. Et qu'il est repassé au vestiaire. Deuxième petite citation très rapidement. Oh la vache. J'ai eu, elle est un peu longue, C'est une mais citation pistonnée. ouais, c'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. Et quand vous allez découvrir l'identité de ce garçon, vous comprendrez pourquoi c'est aussi long. Ocon. C'est pas Ocon. J'ai eu Non, la c'est chance un de gars de m'en Bastia, sortir. Il y a eu des morts, de nombreux morts, des personnes paraplégiques. Leur vie a complètement changé. Le 5 mai, il n'y aura pas de match de Ligue 1, de Ligue 2 et de National. Je trouve que ce n'est pas bien parce qu'on est déjà triste. Est-ce qu'on a attendu qu'il n'y ait pas de match de football pour avoir de la peine? Je suis contre la décision de ne pas jouer. On rajoute de la peine. à la Antonetti peine. C'est pas Antonetti, Olmeta. c'est pas une personnalité corse, Ah. mais c'est une personnalité qui, je pense, n'ira plus en vacances en Corse après avoir dit ça. Mais ça crée un tollé. Quelqu'un qui a été d'ailleurs l'une des grandes victimes du 5 mai Ah, je sais 1992, pas du tout. dont on fêtait les... Jean-Michel C'est un Larquet journaliste. Jean-Michel Non, Larquet c'est pas Jean-Michel Jean-Michel Larquet, mais tu brûles. Jaillant. C'est pas Jaillant. Qui est toujours en activité? Isabelle. Oui, qui est toujours en La activité. seule équipe, non? Il peut y être parfois. Grimaud? C'est un ami de Dominique Grimaud. J. Favard? C'est pas Favard. Non, c'est Ah, celui qui est Roustan, sur, pas mal. c'est pas celui qui est sur iTélé là? Sur CNews? Sur la chaîne équipe, il a dit. Peut-être que parfois, tu sais, c'est le genre de mec à être invité un petit peu partout. Oh, c'est qui C'est ça? pas Pascal Pro. Pas Pascal Pro, un garçon Mais non. qui dit de lui-même qu'il est un pistonné. Ah, un fils de Petit-fils de. Raymond Coppa? Je sais pas du tout. sais Un pas journaliste Non. petit-fils de? Ouais. Ah, je sais pas du tout. Journaliste petit-fils. Vas-y. Vous voulez pas? Jacques Non. Vendroux. Ah, Vendroux. Qui était gravement Ah, mais blessé. oui. Gravement blessé. Ah ouais. Et il a dit ça la semaine dernière, je crois que c'était sur France Inter, ça a créé un Il tollé. était gravement blessé lui. Ah, hein. je savais Ah oui, pas. oui, il était, tu sais, la tribune de presse, c'était tout en haut de cette fameuse tribune qui était tombée. Et Jacques mince. Vendroux y était, je crois qu'il avait failli passer. Il avait passé, je crois, 6 mois à l'hôpital. J'ai peur de dire une bêtise, mais en tout cas, il a été gravement blessé. C'était l'occasion, bien sûr, de rappeler les 30 ans de la alors. grande catastrophe que le football français a connue, les amis. On va revenir à des choses quand même un petit peu plus rigolotes, Merci, s'il vous plaît. Manu. Avec le chiffre du jour. Pourquoi parle-t-on de ce chiffre-là? Oui, Arles. Exactement. Arles Bien a sûr. gagné, je crois que c'était en région là. En Régional 2. En régional 2, je sais plus contre qui il jouait, mais en gros il y avait une Pas histoire de grand goal monde, average. Pour Le la FC montée, septième. il y avait une histoire de goal average pour la montée, ils devaient gagner de plus de 7 ou 8 buts, ils ont gagné de 20 buts. Quelqu'un a vu le match, C'est 21 buts. On a vu les images ou un truc? C'est pas- Ils ont brûlé les Non, mais au moins les buts et tout, parce que 22 buts, Parce que là, gros. tu commandes celui-ci là, bon, au bout d'un moment ça commence Mais à. 22 buts. C'est À énorme. quel moment ils ont Non, mis attends. celui en face par Le contre Vous qui commentez le national, réputé ça arrive réputé jamais. pour avoir beaucoup de buts, Non, ça arrive Terre jamais. d'audace. la terre de Tu sais que le truc qui est génial en plus, c'est que apparemment c'est le FC 7ème qui a ouvert la marque. Ah, c'est ça que je C'est-à-dire demandais. que, en fait, Ah, ils ont ouvert la marque. Le FC 7ème menait 1-0 et derrière eux, ils ont enquillé 22 buts. Si quelqu'un a le lien, envoyez-nous-le sur À mon Twitter. avis, c'était pas Au moins un télévisé, début d'un c'était truc, c'est pas possible. je pense 22-1, gros. C'est Guardiola qui est coquet ou amateur, quoi on prend. hein. Ouais, Ah ouais. Alors moi Bien sûr. j'ai lu un article pas là, mieux, de toute façon. ce matin qui disait il n'y avait pas de gardien de métier dans les buts. Mais alors en R2, qu'est-ce que c'est un gardien de métier les gars? C'est Un forcément mec qui a des gants. Il avait pas de gants, c'est toi qui nous avais dit qu'il avait pas de gants, non? Un Qui nous a dit ça? Non, il y a un mec qui nous a dit qu'il avait pas de Il avait gants. pas de gants. Et Ah ouais. je sais plus, je pensais que c'était Ah un oui, coup. c'est pas un gardien de Enfin, métier. Bernard Lama au FC Metz, il jouait sans gants une Ouais, saison, c'est vrai. ça l'a pas empêché de devenir le gardien qu'il était. Vraisemblablement, il n'avait pas le même talent avez cette anecdote que Bernard Lama. Ah non. J'en apprends tous les jours avec toi. Voilà, bravo. Ça À nous Metz fait ou à donc, Lens, Bernard Lama? ça nous fait Je sais pas du tout. un point et un Tiens. point. À Brest? Quoi C'est à Metz ou avant Brest? C'est à Metz Brest. ou à- Brest. Non, mais avant Brest, c'est à Metz sais pas. ou à Lens, Bernard Lama? Ah, oula. Je sais Bah pas là, du c'est tout. collé. Ah, putain, Ouais, j'ai un collé. doute. On va regarder, crois que c'est parce qu'on Lens. va- on va pas mourir bête quand même. Non, ce serait bien d'avoir l'information, t'as raison. Putain, là, j'ai des trous, c'est là que je vieillis vraiment. Bernard Lama, rapidement repéré par le LOSC. On était à côté. Abbeville, Besançon, Metz. Metz. Brest ensuite. D'accord, C'était d'accord. Metz. Mais ça va, Brest. Ouais, sans gants à Metz. En hiver. Ouais.
Allez, on J'avais enchaîne. dit la cata après. J'ai senti venir. Ouais, Passons à enchaîne. l'énumération, les gars. Est-ce que vous vous rappelez de cette fameuse finale? Bon, je sais que vous en rappelez notamment, qui était concerné autour de cette table. Vous vous rappelez de la finale entre l'OM et Parme, finaliste de la Coupe Bien sûr. UEFA 1999? J'ai envie C'est Erwan, qu'on je pense que essaye de Moi, c'est Tom, retrouver. mon élément fort ici. Il y a grave de Je connais bien Marseille en plus. Alors, Ouais. non, on va pas c'est Parme. s'intéresser à Marseille. C'est que Ah, Parme. Parme. On va s'intéresser à Parme. Si, t'en as un Il y peu. avait une équipe T'en as un peu All-Star. Extraordinaire. Il y avait une équipe L'équipe All-Star à PES, on l'époque. appelle. Oui, Exactement. On se souvient un peu. C'est Tom qui va commencer, je pense. Ouais, avec Lilian Thuram. Lilian Thuram. Merci, Hein, ouais, ça va. 3 derrière. À Ils vous ont dû à Buffon, non? Bah Bien oui, sûr qu'ils ont Buffon. Bien sûr qu'ils ont Buffon. Cannavaro. Cannavaro, ouais, pas mal. Cannavaro, en effet, qui jouait stopper gauche dans un Il manque un mec alors derrière. Ouais. Ok, à eux. qui est un Argentin. Allez, je vous donne des petits Il y indices. a, c'est pas Yala, je vais le prendre, c'est l'Argentin. Chauve un peu là. Non. Attends, réfléchissez. C'est pas ça, c'est pas Oui, mais je le garde. Il l'a. Bon, Véron alors. Oui, Véron, il l'a. Ouais, mais oui. Crespo. Hernan Mais- Crespo, très Comme bon il choix. s'appelle Oui, je vois. Simeoni, Non, c'est pas ça. Je crois que je l'ai aussi. Un chauve argentin. Non, c'est pas un chauve. C'est Ah, c'est pas un. lui. Il y a plus facile, les gars. Allez. Concentrez-vous Hop, sur le le plus mec. facile. Il y avait On a dit qui Crespo. dans cette équipe Vous m'avez Non, dit Buffon, Crespo, Cannavaro, Thuram, C'est ce que j'avais. Véron. Il vous manque 2 milieux défensifs. Ok. Il vous manque les 2 excentrés, enfin le ailier gauche, ailier droit. Il y a celui qui accompagnait aussi Crespo sur le point de Devant. l'attaque. Chiesa. Chiesa, bravo. Bravo. Tout à fait. Il y a un fameux Colombien aussi. Mais qui était plus remplaçant. Ah, je l'ai. Mais attends. de Je l'ai, je l'ai, Un je l'ai. Colombien, un attaquant. Je l'ai. Zamorano. Ok. Il est chilien. Asprilla. Ah, c'est là, bravo, je dis Zamorano, je suis un ouf, je suis fou. Alors, du coup, après, t'avais qui Continue, j'ai envie qu'on Ah ouais. C'est en français, est-ce qu'on n'aurait pas Bogossian Bien sûr qu'il y a beaucoup de- Ah oui, putain, je veux dire Bogossian. Le défenseur central argentin, c'est pas Céleste. Non. Putain. Ah, t'es pas loin. Putain, c'est un truc de Milan, ouf. sa carrière Milan. Je vois sa tête. T'es pas loin du tout. C'est pas Célestini. Vas-y, pas- non, c'est mais Céleste. Célestini. Ouais, c'est un truc comme oui. Ça commence Mais par je vois un qui S. c'est. Il avait, je crois, le numéro 4. Si je dis pas de oui. non, non, Six. pas le 4. Oui, t'as Mais raison. aussi le numéro 6. Cielini, un truc comme ça, non C'est ça, non Je vous le dis, Vas-y. Sensini. 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 Cielini, bien sûr. Il y avait, tu sais, un mec qui est l'homonyme. Moi, quand j'étais petit, je m'étais dit, ah, mais ça doit être le frère de. Dilivio. Pas Dilivio. Di Biagio. Di Biagio. Exact. Ouais. C'était. Non, plus compliqué que ça. Di C'était Biagio. Dino. Ah, Dino Baggio. Dino Baggio. Ah, ouais, Baggio. Ah oui, Dino Baggio. Dino Baggio, grave. Sinon, il y avait. Bon, là, Au revoir. C'est qui tes compliqué. C'est qui tes mecs Au sur le revoir. côté, là, vas-y Alors, il y avait Fuser à droite. Fusère. Je sais pas si Alors, t'appelles j'aurais jamais Fuser. retrouvé. Vanoli, je l'avais oublié à Ouais, gauche. Vanoli, Vanoli, je l'avais plus. Fusère. Putain, Zamorano, je suis Il y vraiment a je dis n'importe quoi, moi. Un dont je me rappelais, c'était le milieu Stefano Fiore. Fioré. Avec les longs cheveux, là, beau gosse. Avec Ah l'Italie. ouais, bon joueur. Sacrée équipe hein, quand même. Hein. Équipe PES. Puis après, bon, il y a Luigi Sartor, Roberto Mussi, Luigi Apolloni. Des garçons qui n'ont pas Marqué. marqué l'histoire du football. Hein. Les mecs sont à part en finale de la coupe UEFA, on est en train de les tailler. alors que- En fait, on n'a même pas joué un match de DH. Écoute, c'est ça qui est beau dans le journalisme. Aucun sens. Les gars, on va refaire un petit quiz NBA. On a tenté un truc qui était cool la semaine dernière. J'ai décidé de. Parce que je sais que c'est dur de vous coller quand même. On va essayer de passer un step. Regardez l'intitulé parce que je l'ai plus sur ma fiche. J'ai marqué. On cherche que des joueurs qui ont marqué plus de 40 points avec 3 franchises différentes ou plus. Pas mal. Si jamais on commence à bloquer, je pourrais commencer à vous donner quelques années. Ok. Qu'on puisse commencer à s'amuser. Alors, j'en vois 3 J'en ai un. Bon, il y en Ouais. a un, évidemment. Vas-y, attends, tu Tu veux que je te le dise avant? Non, je te fais confiance. Mais je réfléchis parce que j'en avais un là et il est parti. Ah si, je sais. C'est où qui commençait? Allez, on a perdu, vas-y. Kairi. Il y en a 25 à trouver. Pas mal. Avec Kyrie Irving. Kyrie Irving. C'est bon. Dis-moi bien les Kyrie Irving. Me dis bien Kyrie Irving. les noms de famille. Ça devrait être bon, hein. C'est bon, Cleveland, c'est bon. Boston. Cleveland, Boston et Brooklyn. L'ancien coéquipier de Kyrie Irving, bon joueur de basket, LeBron James. Ah, je l'avais aussi. LeBron James. Et en effet. Ah là là. Pas besoin de regarder pour te dire que c'est bon. 40 points. 40 points. KD. Avec Kevin Durant. Kevin Durant, c'est bon. Kevin Durant. Oui, Laisse-moi oui, toujours checker. Hein. Tu Il sais n'y a pas que de c'est. doute, Kevin Durant. Il n'y a pas de doute. Il y est. Laisse-moi toujours checker, tu me dis. Oui. Attends, ouais. Ouais. Non, mais faut qu'on fasse ensemble. Oui, oui. Attends. Ah oui. À vous. C'est à nous là? Ouais. On va sur Westbrook. Westbrook. Je te dis ça Russell tout de suite. Oui, Westbrook. Russell Westbrook. Bien évidemment, les gars. Ah ouais? Ça passe pour Russell Westbrook.
Je vais dire Arden, mais j'en suis d'accord. Ah, Et on peut se le garder un peu. Oui. Il y en a d'autres. C'est risqué, hein. C'est risqué. Bon, bah, allez. Non, mais c'est pas bête, hein. Mais il faut que. Seattle. Ah oui. Et Boston. Non, non, il va nous baiser, lui. George. Je réfléchis avec. Ouais, bien joué. Non Garantir. Garde avec Killerman, avec Houston. Ça dort là. Ouais, faut qu'on aille sur un gars. Tu veux qu'on prenne le grand? Ouais, vas-y. Hein. Ah, Ouais, vas-y. Shaquille O'Neal. Oui. Oh. À vous? À chaque j'ai. on a plein. Honnêtement, Paul George. Paul George, en effet, tout à fait. Tu Tout à penses? fait. Attends. Il y est, Lee. Paul George. Truc. Après, je suis pas sûr que le troisième club. Ah, il est cramé, hein. Il est cramé, ce bâtard. On est d'en chercher. Si on a Je vais dire. T-Mac, Everson. Non. Carter, je pense. Ah ouais, oui, bien. Vince Carter. En effet, Vince Yes. Carter, il y est. Voyons. Quelle pression. Ah ouais, c'est fantastique. attends, j'ai un doute là. Prends là d'un coup. Vous êtes Vas-y, tous vas-y, très vas-y. heureux de ne pas m'avoir dans votre équipe, en tout cas, je pense. Vas-y, on peut. Pour ce grand Il y a défi. qui encore? Parce que j'ai vraiment pas envie de perdre. Ouais, de ouf. Comme on en avait d'autres. Non, Arden, imagine, non. Mais Ben- Ah oui, on y va. non, 3. Ray Allen. Avec qui il faut- Ray Il met pas Allen, 40, je te dis ça Même, tout il y de a pas- il suite. faut une troisième équipe. Ah, Ah, fait chier. Allen, c'est pas bon? écoute. C'est quoi non, mais Ray Allen, je l'ai pas. Oh, allez, je chiotte Ray Allen, je l'OM. l'ai pas. Vas-y, continue, c'est pas grave. Ok. Mais là, on réfléchit, on a. Enfin, J'en ai peur. J'ai peur de dire ça, j'ai peur. On a très, plus très de peur. bavure, comme ça se fera une partout. Ok, Ouais, tu peux y d'accord, aller, tu peux y aller. j'ai peur, mais. Vas-y. Iverson. Iverson, attends. Non, Iverson, il y est pas. Kawhi Leonard. Oui, Kawhi Leonard. Pas il y est. mal. Ah ouais. Ils ont dit Paul George. La musique, elle est fantastique. Ouais. On est à 1 million d'abonnés sur le stream, les amis. Merci. Bravo. Ça passe dans la meilleure émission du stream. Merci à tous. Incroyable. Ça devait arriver sur cette Parce qu'on émission. aime le sport sur le stream. On aime le sport sur bien le sûr, et stream. on le défend et le sport, le stream aime le sport. C'est le une belle fête dans le récap ce soir. Incroyable, bravo. Warriors. Le récap qui viendra juste Deux après. équipes. Le rapide Ah sport ouais. du récap. Ah, C'est ça le problème, tu vois. Mais ça, c'est pas mal d'aller dans les équipes de chiens de la casse. Après, à l'époque, il changeait pas trop d'équipes, ce bâtard. non. Je pense que. Mario. Rekemba. Oh la vache. Allez, oh. Quoi, Léo? On réfléchit, oh. C'était lesquels les deux autres où on hésitait? Ah oui, j'en avais un. mais- Vas-y, tu veux tenter. Ah, lui, Vas-y. Sinon, non, attends, mais Chris Paul, je demande en vrai. Avec. Qu'est-ce que c'est? Si. Chris Paul, Chris alors. Paul, ça doit être bon. Ah, j'ai Avec Houston, ça va passer une fois. Chris Paul. Il faut toujours faire une énorme vérification, vous Chris le savez. Paul. Chris Paul, Ah, avec il nous un baisse. C, monsieur, c'est bien. Hornets. À Houston, il a dû le faire. Et pas aux Pickers. Chris Paul, je l'ai pas. Ah, shit. Vérifie Paul, Chris je l'ai Webber pas. quand même. Qui tu dis? Chris Webber. Chris Webber. Warriors, Bullets, Kings. Je suis en cours de vérification. Pas si simple, hein, parce que 3 Non, c'est franchises. très compliqué, hein. Putain. Il est pas facile. 3 Chris franchises. Webber n'y est pas. Oh Allez. merde. Oh putain, faut qu'on en sorte un alors. Est-ce que vous voulez que je vous donne De des sûr. dates de Sûr que non. carrière? Moi, je... Ouais, Des dates de vas-y. carrière. Vas-y. Par exemple, il y en a un, il va aller très très vite. Si je vous dis 1959-1973. Ou Chamberlain. Exactement. On a hésité, c'est quoi la Ouais. troisième Moi aussi franchise j'ai hésité avec la premième Bah, franchise. c'est Warriors et Sixers. Ils mettent Philadelphie, Lakers, Eh oui. et après c'est PHW, SFW. Je sais pas ce que c'est. Oui, mais c'est San Francisco et Philly. Ah ouais. C'est la même franchise, c'est du coup, ça. Warriors et Sixers. En plus, c'est qu'ils ont Ouais, inversé. Bref. c'est- Pour moi il y en avait que deux, ouais. Moi aussi, oui, grave. Allez, Ça veut dire Charles Barkley. Charles Barkley, on a hésité, mais Barkley, Houston, Là, là, Houston, il est cramé. Ouais. Bah Charles ouais. Barkley, oui. Ah ouais, Ah, il est tu cramé. l'avais. Houston, Phoenix et Philadelphie. Ouais. Ouais, Ah, c'est Houston, ça. il l'a fait quand même. Ah ouais. Kemba Walker. Kemba Walker, tac. Non, il met pas 40. Il met 40 avec Boston, Cassie. ça pouvait, hein. Si, Knicks, Avec il les a mis. Knicks, oui, c'est Là, vrai. quand il est les jours de la semaine, là. Ouais. Non, Ok, bah non, alors du coup. je l'ai pas. C'est pas si simple, hein, ton truc. Vas-y, là. envoie les noms. Alors, vas-y, je te fais toute la Si, liste. ça met Will si. Chamberlain. C'est pour qui si Si, Kemba. Kemba, oui. Ah bah voilà, il l'avait, Tom. D'accord, excuse-moi, alors Ok, c'est une erreur. ok. C'est un Jérémy un peu agressif en régie. James je sais pas comment on dit, James Worthy, non. Durcir, 2009 à aujourd'hui. 2009. Ouais, DURCIR. LeBron Il y a une James, faute de frappe. Kevin Dumars, c'est Durant, Harden, ça doit Bob être Harden. McAdoo, Dominic Wilkins, Adrian Dantley,
Russell Westbrook, Shaquille O'Neal, Bernard King, Vince Carter, King. Walt Bellamy, Moïse Malone, Kyrie Irving, Charles Barkley, Marshall Kemba, Paul George, Stephen Marbury. Ah, mais c'est pour ça que c'est écrit Kemba Marsheur. C'est ce qu'il disait. Et ben, il y a écrit aussi James Harden. Glenn Rie, R-I-Z. Ah putain, C'est des. Ben oui. Glenn Rice. Et vous l'aviez, d'accord. Ah, James oui. Durcir, c'est qui alors? Glenn Rice, sais il pas. fait Miami. C'est James Harden. Ah oui. Ouais, c'est James Harden. Et Glenn, putain. Glenn Rice, c'est quoi? Il fait ce avec le site, Heat, avec les Hornets et avec Et avec qui les Lakers. Avec les Lakers, Mais attends, mais C'est un site canadien. Arden, il a mis 40 à Philly, là? On est allé au fin fond du. Il a pas mis 40 En saison régulière. depuis qu'il est arrivé? Honnête. Mais il a joué au Casey. Ah ouais. Ah ouais. Si, Il a mis 40 au kick. Eh ben, James Durcir, il m'a régalé. Hein. Il est bien dur, James. Franchement, ça fait 2 hontes en 3 semaines. Mais non, Tu nous as régalé. Non, mais je rigole. Non, mais je sais pas, le site était. Ça s'est mis, ça s'est traduit. T'as appuyé sur traduire la page. Ouais, j'ai dû faire une Il dinguerie. était très bien ce jeu en tout On est cas. allé très très loin. En tout cas, non, mais tu vas chercher des Ouais. trucs auxquels on n'a jamais pensé. Écoute, on et ça, essaye, c'est les gars. fort. On essaye de vous J'ai hâte que régaler. tu fasses le numéro 10 du PSG quand même. On va y arriver très très vite. On va se refaire le ni oui ni non, mais cette fois-ci on va le tester grandeur nature Allez. avec une nouvelle règle. Alors vas-y, parce que le temps Non, passe le vite. que oui que non d'ailleurs, c'est le que oui que non. Que oui que non, mais dans ces cas-là, en fait, c'est au meilleur des 7 réponses. D'accord. 7 allez. me paraît bien. Donc moi je fais à Tom, puisque la dernière fois il me l'avait fait, c'est ça? Allez, Et ce que je te propose, c'est qu'on parte tout de suite sur lui. Allez, vas-y. Voilà. Tu poses des questions, tu vas vite. Allez, vas-y. Ouais. C'est qui lui? Oh putain, vas-y. Que oui, que non. Je suis un homme. Oui. Je joue dans un sport Vas-y, collectif. Ah, frérot. Non. Pff, vas-y. Que oui, que non, tu mets dans la merde aussi. Hein. Montre la table. Ou les deux, ça marche, non? Où est-ce qu'il Ou oui, les tu deux peux dire les deux. Ou les deux. Monte, Tom. Voilà. Je joue dans un sport de salle. Oui. On est à 3 Allez, vas-y, vas-y. Je suis dans un, Ah, t'as que cette question. Ah ouais, je hardcore. suis dans un sport de salle. Et tu le connais celui-là. Le sport ou le mec? Allez, allez, allez. Je suis un sport à raquette. Non. Je suis un sport de vitesse. Oui. 5 questions là. 5, il t'en reste 2. Si jamais on peut aller au bout jusqu'à 10, mais par exemple s'ils font 7, tu vois. Ah après, oui, c'est au d'accord. meilleur Ok, de- voilà. au meilleur des questions. Voilà, Vas-y, ça, c'est au continue. meilleur des Allez, questions, allez, c'est vas-y, vas-y, pose des questions. Je suis sur un. Comment on dit? Je suis sur un vélo par exemple. Non. Un sport de salle de vitesse. Tout à fait. Ah, je cours. Non. On est arrivé Qu'est-ce qu'on peut faire sur la Terre? Allez, vas-y, 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 allez. C'est pas mal où tu vas. Pas de vélo, pas de cours. Allez, vas-y, pas de courir. Mais ouais, tu du peux coup. être en équipe, tu m'as dit. Oui. Pas de vélo, pas de course. Ok. Tu peux donc faire. Allez, Tom. C'est débile ou quoi? Il y a plein d'autres trucs que tu peux faire en termes de sport de loisirs. À 4 minutes, je serai obligé de couper. Allez, 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 Tom. Oh, je réfléchis Je pas. te laisse 30 Pense à tous les secondes. loisirs. Exactement. Tu Pense fais aux pas de équipements, t'as le droit de poser des questions sur les Tu équipements. fais pas de vélo, tu cours Tu pas. sais, Je tiens un truc à la main? Non, 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 allez, allez. D'autres trucs, les êtres humains font. Allez, vite. Ah, je fais de la natation. Ouais, yes. Oh putain, je suis. Est-ce que j'utilise de la farine de levain? Je suis le frère Manodou. Non, allez, Je vas-y. suis Nat. Alain Bernard. Wow, Alain Bernard. 11. Putain, 11 ici. Sport olympique. 11 ici. Ah. 11 ici. Pas Mais plus, je pas plus de 11? Non, il a fait 11. Il a fait 11. Allez, Il a vas-y, fait enchaîne parce que 4 minutes, ça va Qui être le bien. fait chez vous C'est moi qui fais deviner. Putain, je pense Allez, pas à t'avais que 2 l'eau. minutes. En fait, faut que tu fasses 2 minutes par personne. Ouais, t'as raison. Et tu poses autant de questions que tu veux. C'est vrai, t'as raison. Parce que sinon, allez, vas-y. C'est parti, les gars. Homme ou femme? Non. Homme donc. Oui. Sport co? Ça fait déjà 2, les gars. Oui. Basket? Non. Foot? Non. Volleyball? Non. Handball? Non. Bien ça. Ça manque un. 19 questions. Basket? Non, j'ai dit. Handball? Hein, qu'est-ce qui me manque? Dans une salle? Non. Ah d'accord. Putain. J'ai plus que 4 questions. Rugby? Oui. Ah, très bien. Ah, merde. International? Oui. Bonne question, ça. Actuel? Non. Bonne question, ça. Je ne joue plus. Il te reste Non. une question. Oh, Ah, bah, Vous êtes à 11, ah bah, là, les gars. Frérot, ouais. aïe, 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 aïe. Serge Blanco? Non. Légende de mon sport? Plutôt devant ou derrière? Je joue à l'arrière? Non. Devant? Oui. Ibanez? Non. Califano? Oui. bravo. Il est là, Il est super En fait, ce faut le jeu. faire autant. Mais en fait, t'as raison, Ouais. faut le faire Faut autant. faire autant. Non, mais t'as raison, Comme ça, faut tu le peux faire enchaîner les autant. questions. Ouais, ouais. C'est bien, c'était un galop on s'en d'essai. régale. Ouais, mais on essaye, on bosse, on Encore bosse. On bosse. Les gars, on va se terminer sur un truc. Je vous laisse le choix. Soit c'est un j'ai joué avec, soit c'est Non. je suis un film.
Je suis un film. J'ai joué avec. Je suis un film. Ah, bon, alors, Ça aurait été un qui suit, j'aurais dit ouais, mais là, plutôt j'ai joué avec du coup. Allez, j'ai joué J'ai avec. joué avec. Allez, Tom, il va l'avoir en Choisissez, les gars. 2 secondes. Choisissez. Tac. On a juste à slider. Attends. joué avec. Oh là là, c'est toujours une histoire. T'as du Attends. temps, Manolo, t'as du temps. Oh, je suis pas sûr. Pas 2 sûr, minutes, quand même, tu connais ton 2 Manu. minutes, il y a quand même une fête de 1 million d'abonnés à fêter juste derrière nous. Je t'avoue que je pense qu'on va partir quand même sur Je suis un film. Oh merde. J'avais tout préparé, gros. Je sais Allez, pas ce vas-y. qui s'est passé. C'est toujours les aléas de la fin. Je suis un film sorti en 2000. Mais on a dit j'ai joué avec. Bah, c'est pas grave. mais justement, il a dit que. Je suis un film sorti en 2000. Certains diront que je suis une comédie. Certains diront que je suis un film de sport. Je suis un film d'1h46. Semi-pro. Je là comme Beckham. 3-0. Non plus. Allez, c'est bon, c'est bon. Ok, aucun des 4. Mais aucun des 4. Mais par contre, en effet, vous l'avez bien compris que le thème principal du film est le football. Et quelqu'un avait aussi bien compris que le lieu où se déroule ce film, c'est bien en Angleterre, bien évidemment. À Manchester, précisément. Looking for Eric. Non, c'est pas Looking Ok, for Eric. vas-y, enchaîne, vas-y. J'ai été noté 3,4 sur 5 par Allociné. Note spectateur. La note de presse était encore inférieure. Généralement, c'est bon signe. Quand la presse note moins bien que le spectateur, c'est que c'est pas trop mal, mais ça laisse pas un souvenir impérissable. Pas goal, hein. C'est pas goal. Ok. Mais ça se passe à Manchester. Je vous pitch un peu le truc. C'est un adolescent solitaire qui rêve de devenir un grand joueur de football. Il vit dans une cité, seul avec sa maman, distante, C'est Billy Elliott en fait. quasiment. C'est à Liverpool. C'est une sorte de Billy Elliott du football. Ah merde. Dont la principale occupation consiste à papillonner d'un homme à l'autre. Ça, c'est pour la maman, pas pour l'enfant, bien évidemment. La situation n'est guère plus Sympa la daronne. reluisante à l'école où ses camarades se moquent de lui sans relâche. Ah, c'est quoi ça? Lui cherche à aborder une fille dont il est secrètement amoureux, mais ça lui paraît impossible. Et il est question là-dedans d'une rivalité entre les deux clubs de Manchester, Manchester United Hooligan et Manchester City. Pardon. Hooligan. Non, c'est pas Hooligan. Et la Jawood. C'est beaucoup plus gentillet et enfantin que Je l'ai pas Hooligan. du tout ce film. Je l'ai pas du tout. Continue, vas-y. Quand tu disais tout à l'heure, c'est un prénom et un nom, le titre de ce film. Olivier Personne n'a vu apparemment. Et d'ailleurs, le sous-titre en anglais, c'était le meilleur film de tous les temps. Je te jure, le meilleur film anglais de tous les temps, ce qui est bien sûr faux. Je te donne la réponse, il nous reste 25 secondes. Il y a Owen dedans. C'est Jimmy Grimble. Oh, ça fait mal. Oh, ce film. Mais frère, comment on peut terminer une superbe émission sur Jimmy Grimble? Merci les amis. La seule chose qu'on a entendu dans Jimmy Grimble, c'est que sa mère, elle a fait kiffer. J'ai jamais vu.